quel jour? Samedi. Oui, on est quel jour? On est samedi. On est le jeudi, non, on est samedi. On est samedi 6, il me semble. Jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Et oui, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes le samedi 6 juin et le jingle que vous venez d'entendre, le même que la semaine dernière où on était à Annemasse Vibre, ça signifie qu'on est encore dehors avec notre caravane. Et cette fois-ci, nous sommes toujours en plein cœur d'Annemasse et au Parc Montessuie. Parc Montessuie, mois de juin, ça veut dire quoi? Ça veut dire à vos cultures, l'événement culturel d'Annemasse porté par l'équipe de la bibliothèque Pierre-Gouy. Donc, comme je le dis chaque année, à chaque fois, il fait beau, il fait chaud, c'est le printemps. Donc, vous qui vous nous écoutez, n'hésitez pas de descendre de chez vous et de venir directement au Parc Montessuie. Même si on adore le fait d'avoir plein d'auditeurs, n'hésitez pas à venir. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des stands, il y a des villages. Enfin, il y a un village viking avec des gens en peau de bête qui sont juste en face de nous. Il y a un troc libre. Enfin bref, il y a pléthore de choses à faire, des jeux pour les enfants et tout ça. Et il y a aussi des auteurs et des autrices. Et c'est pour ça qu'on est ici à l'antenne. Et avant de commencer, une voix, vous avez entendu cette voix-là que vous n'avez pas entendue depuis une saison complète. Il s'agit de Dimitri pour m'accompagner. Ou c'est moi qui l'accompagne en fait. C'est ça. Je pense. Je pense que tu as plein de choses à dire, Dimitri. J'ai plein de choses à dire, puisque du coup, la thématique cette année, c'est la frontière. Alors bonjour et bienvenue dans cette belle après-midi, comme tu l'as dit, au Festival à vos cultures. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi, et quel plaisir de retrouver les ondes et de retrouver cette équipe aussi, Laurent Jérém et tous les bénévoles de ce festival. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant une saison d'absence? Eh bien, j'ai eu 30 piges, j'ai rencontré plein de gens, je suis parti dans le cercle polaire arctique, j'ai joué de la guitare à un concert de punk, bref, en d'autres termes, j'ai élargi mes frontières. Et c'est fou parce que c'est précisément ce dont on va parler aujourd'hui, la grande et complexe notion de frontière. Complexe en tout cas aujourd'hui, car au premier temps de nos sociétés, pour délimiter deux territoires occupés par des gens différents, le plus simple, c'était de faire avec ce qu'on avait sous les yeux, comme un ruisseau, une forêt, une chaîne de montagnes ou un fossé naturel. C'est toujours le cas dans certains endroits, par exemple avec le Rio de la Plata, un fleuve qui sépare l'Argentine et l'Uruguay, mais encore l'Everest, le lac Ontario, les Pyrénées, la Manche et plein d'autres frontières naturelles. Et de l'autre côté, il y a les frontières qu'on a inventées. Ces délimitations changent en fonction des gens qui dirigent les royaumes et les territoires. Et si le chef d'un pays décide qu'il a envie d'attaquer son voisin pour lui voler un morceau de pays, la frontière entre les deux va probablement changer. Aujourd'hui, normalement, c'est interdit grâce à ce qu'on appelle le code pénal international, sauf pour les pays fascistes qui ont le droit d'attaquer, d'envahir et de tuer les gens des pays plus faibles autour d'eux, mais seulement s'ils sont amis avec d'autres chefs de pays puissants qui gagnent beaucoup d'argent grâce à la guerre. Sinon, vous n'avez pas le droit. Dans le temps, par exemple, la France et l'Italie avaient des frontières différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, qui ont beaucoup changé entre les différentes dynasties romaines, les conquêtes du Moyen-Âge, les empires européens, etc. Mais depuis la fin du 19e siècle, la frontière entre nos deux pays est celle qu'on connaît actuellement. Et mis à part si des gens continuent à appeler les pâtes à la crème les carbonara à la française, il y a peu de chances que des Italiens en colère viennent s'emparer des Alpes-Maritimes. Alors pour savoir comment on est passé d'un joli cours d'eau qui sépare deux tribus primitives très sympas à des murs militarisés où on tire sur les immigrants après avoir mis leurs enfants dans des cages, faisons un petit tour d'horizon de à quoi est-ce que, comment que c'est pour faire une frontière. Si vous viviez au XIVe siècle sous la dynastie Ming, vous auriez sans doute participé à bâtir une formidable délimitation de votre empire de presque 7000 km pour vous défendre contre les Mongols, une délimitation qui serait à Skip encore visible à l'œil nu aujourd'hui depuis l'espace. Et si vous habitez dans un des pays de l'Union européenne, la frontière c'est un concept en vrai peu présent au quotidien, car grâce à des sortes de partenariats entre la plupart des pays, on peut grosso modo aller où on veut et chez qui on veut, sans trop discuter de façon plutôt chill. Par exemple, si vous êtes un Belge, vous pouvez venir en France à pied pour boire un café ou faire vos courses sans aucun problème. En revanche, si vous êtes un habitant par exemple du Mexique ou de la Corée du Nord, la frontière est un concept beaucoup moins abstrait qui ressemble plutôt à un infranchissable entremêlement de barrières, de fils barbelés, de véhicules militaires et de soldats très sérieux avec des sourcils froncés qui vous mettront en prison et qui vous briseront peut-être les genoux si vous décidez de traverser pour aller boire un café de l'autre côté. Tout ça nous fait constater que depuis l'aube de l'humanité, les gens aiment bien tracer des traits entre les pays pour dire que ça c'est chez moi et ça c'est chez toi et je préfère que tu viennes pas chez moi, sinon je te brise les genoux, sauf si tu as une feuille de papier qui dit que je suis d'accord que tu viennes chez moi. Alors les frontières, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En vérité, c'est à la fois bien et pas bien. C'est évident et évidemment important pour l'identité d'un territoire, pour essayer de lutter contre plein de choses mal, comme par exemple le trafic de drogue dure, mais c'est aussi une atteinte aux libertés fondamentales de l'être humain, surtout quand les frontières en question servent surtout les intérêts privés de gouvernements qui n'aiment juste pas trop les musulmans et les Mexicains par exemple.
Il existe sans doute une réponse beaucoup plus intéressante et pertinente à la grande question des frontières, en tout cas plus approfondie que la conclusion de cette chronique un peu naïve. Et même si on n'a pas la prétention de renverser l'extrémisme et l'individualisme du grand capital entre 2 verres de bière et 3 micros aujourd'hui, on a quand même à cœur d'apporter notre pierre à l'édifice en donnant la parole à des artistes qui, tout au long de cet après-midi au Festival Avoculture, vous raconteront leurs expériences, leur art et leur vision des frontières dans ce monde. Et pour commencer, nous accueillons 2 illustratrices, Clotilde Perrin et Aurélia Fronti, qui font d'ailleurs beaucoup plus que simplement être illustratrices. Et c'est elles que je présente aujourd'hui. Clotilde et Aurélia, merci d'être là, bonjour. 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 Déjà, est-ce votre première fois à Annemasse ? Est-ce que vous aussi, vous avez élargi vos frontières en venant au Festival Avoculture quelque part ? Alors moi, c'est quand même la première fois à Annemasse. Okay. Après, j'étais à Thonon il n'y a pas si longtemps, Okay. à Genève. Voilà, je voyage quand même pas mal. Ok. Et moi, je ne connaissais pas du tout la région. Alors, est-ce qu'on peut peut-être monter un peu le micro d'Aurélia Jérémy à la limite ? Tu ne connaissais pas du tout la région ? Non, c'est la première fois que je viens dans le coin. Eh bien, bienvenue à vous en tout Merci. cas. Ce que je vous propose pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est d'ailleurs d'abord de vous présenter quel est votre parcours et quels sont vos travaux. Aurélia, je te laisse la parole vu que tu l'as déjà. Eh bien, mon parcours... Alors, le micro ne marche pas. Alors, Clotilde, je te laisse te présenter le temps que le micro d'Aurélia remarche. Alors moi, je suis autrice, illustratrice et bon, j'habite à Strasbourg. C'est quand même une ville frontière. Magnifique Ça. ville en plus. Ouais, Oui. très belle. Ouais. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Moi, je suis illustratrice depuis une vingtaine d'années maintenant. Je fais surtout de l'album jeunesse. Donc, ce que j'aime, c'est assembler l'image, le texte. Et j'aime beaucoup faire des livres avec des systèmes de papier. Donc, voilà, les lecteurs soulèvent le papier et il y a des choses qui s'y passent. Et donc, grâce à ce système, voilà, je raconte plein d'histoires. Il n'y a pas que c'est pas des histoires didactiques, c'est vraiment des histoires en tant que telles. Et voilà. Super. Et Aurélia, c'est moi qui ai plus. Et moi, du coup, je suis illustratrice, pas autrice. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je suis parisienne, j'aime la couleur, les tissus, les motifs qui apparaissent souvent dans mes dessins. Et la frontière me parle parce que j'aime voyager et j'aime découvrir d'autres cultures. Donc ce festival est totalement fait pour moi. Super. Et alors Aurélia, on va rester ensemble pour une question. Parce qu'Aurélia, j'ai essayé de faire en sorte de te connaître un peu avant cette interview. Et un truc que j'aime bien faire quand je veux en apprendre plus sur un artiste ou quelqu'un, c'est d'aller voir les comptes que les gens suivent sur les réseaux sociaux. Et notamment sur Instagram. Et il y a 3 comptes auxquels tu es abonné qui ont retenu ma curiosité. Mais promis, je dirai à personne que tu es fan de François-Régis Gaudry. Parce que moi aussi, je suis fan de François-Régis Gaudry. Alors d'abord, tu suis une influenceuse food grecque qui s'appelle Free de Pickle, qui fait de la cuisine méditerranéenne et ça a l'air super bon. Mais tu aimes aussi une page de papeterie coréenne, Makitoy, et tu suis le travail de Keyatama, un artiste illustrateur sud-africain qui expose à New York. Alors j'en ai déduit quelque chose sur toi, c'est que tu aimes l'art sous toutes ses formes et au-delà de ses frontières. Et je voulais savoir pourquoi tu te passionnais pour autant de gestes artistiques venus de partout autour du monde. Je suis curieuse, donc je suis curieuse de l'autre et je trouve que ça apporte plein de choses. Après, je suis gourmande, donc la cuisine, je trouve, a des saveurs extraordinaires quand on voyage et de découvrir à travers Instagram des cuisiniers du monde entier, et ben ça donne des idées, ça donne envie de réaliser soi-même des plats. Et François-Régis Gaudry, j'aime ses recettes, il me fait toujours saliver quand je l'écoute. Et quant à la papeterie coréenne, certainement que ça a dû attirer mon œil et je me suis dit tiens, je vais m'abonner parce que il y a des belles idées graphiques. Oui, je trouve que c'est intéressant en tout cas d'être ouverte sur ce qui se passe ailleurs que tout près de chez nous. Bien sûr. Et cette curiosité, est-ce qu'elle va nourrir ton propre art ensuite ? Oui, nécessairement en fait. Je suis nourrie depuis très tôt. En fait, mes parents sont des grands voyageurs, très curieux d'autres cultures. Donc, j'ai été élevée là-dedans et du coup, ça a imprégné, oui, mon travail. Les premières images que j'ai vues qui m'ont donné envie de créer, c'était des images qui venaient d'Inde et des miniatures persanes. Donc voilà, et l'Égypte aussi a été une forte influence pour mon travail. Il y a un album que tu as illustré qui s'appelle Le Noir, Loup Blanc, Oui. qui traite des frontières invisibles entre les êtres. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cet album. Eh bien, c'est un conte cheyenne qui
qui a été écrit par un conteur connu dans la littérature jeunesse, qui s'appelle Patrick Fishman. Et c'est un conte qui parle du bien et du mal que nous avons en nous et de quel chemin on choisit de prendre. Après, ce que je trouve intéressant dans ce texte pour les enfants, c'est que ça met en valeur en fait cette dualité qu'on a tous finalement d'un côté sombre et puis d'un côté plus lumineux. Et je trouve que c'est bien aussi de valoriser ces deux chemins, parce qu'ils font partie de nous. Et je pense pas qu'il faut définir et dire à l'enfant c'est bien, le loup blanc est bien et le loup noir est mauvais. Il y a une nuance aussi à trouver et à prendre, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as voyagé ? Est-ce que les voyages que tu as faits, eux aussi, sont venus nourrir ta créativité ? Oui, alors avec mes parents, on a beaucoup voyagé. L'un des voyages qui a été marquant pour mon travail, c'est un voyage en Égypte. C'était juste après des attentats et du coup, on avait très peu de monde et je me souviens d'avoir pu visiter la vallée des reines et des rois et d'avoir pu décalquer carrément des hiéroglyphes. Wow. Donc ça, c'était extraordinaire. J'étais étudiante. Le Maroc aussi, beaucoup, on y a été de nombreuses fois. Après, j'ai été en Amérique latine, en Asie. Donc oui, tous ces voyages ont été d'une grande importance. L'Asie, ça a été un grand choc aussi de culture en Indonésie, où j'ai eu la chance d'aller. Ça nourrit aussi ton imaginaire et les couleurs que tu vas amener aussi après à ton travail. Oui, tout à fait. Super. Clotilde aussi, du coup, toi tu es avec nous en ce début d'après-midi. Merci d'ailleurs à vous deux d'ouvrir cet après-midi d'interview. Et Clotilde, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo ? Pas beaucoup, non ? Pas beaucoup, parce que moi j'ai une passion pour l'interactivité dans le paysage artistique et le fait d'être acteur d'une œuvre, même dans sa façon la plus simple, ça me parle. Et dans sa valise, c'est un livre qui contient beaucoup de portes et de pop-up que tu as réalisé. Et moi j'ai aimé ce côté interactif qui m'a rappelé un petit peu des mécaniques de jeux vidéo, de mes premiers jeux vidéo. Pourquoi ce choix de faire participer les lecteurs et les lectrices dans une histoire ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Alors, c'est des effets de surprise. Donc moi, j'accompagne le lecteur. Quand il soulève le papier, il lit l'histoire petit à petit. Et donc, ce qui est chouette, ce que j'aime beaucoup, c'est aller à l'intérieur des choses. Donc, par exemple, le livre dans sa valise. Donc, on soulève les petits bouts de papier et petit à petit, on va même dans une valise. On voit à l'intérieur, petit à petit, tout ce qu'il y a dedans. On peut rentrer aussi à l'intérieur d'un trésor, par exemple. Donc, ça, c'est pas habituel, mais c'est assez magique. Donc j'aime bien inviter le lecteur à aller au plus profond, en fait, entre guillemets, de lui-même, mais voilà, du livre. Et c'est comme si on grattait à l'intérieur, à l'intérieur de la terre, à l'intérieur de plein de choses. Et on rentre dans cette histoire aussi, dans cet univers. Il y a un autre livre que tu as fait qui s'appelle Les Incroyables, avec tout un tas de créatures qui donnent un mélange à mi-chemin entre Animal Crossing et les Maxi-Monstres. Et le sous-titre, c'est Les enfants les plus incroyables que j'ai rencontrés. Est-ce que tu cherches aussi à parler de diversité dans tes livres et pourquoi c'est important ? Alors évidemment. Moi je suis née dans les Vosges. J'étais dans une maison complètement, dans une maison en fait où j'étais dans les bois. En fait, il n'y avait aucune maison autour, donc j'ai beaucoup vécu seule quand j'étais petite. Et vers mes 7-8 ans, je suis arrivée dans une ville, dans une école, dans une vraie école, on va dire ça comme ça. Et là, j'ai découvert plein d'enfants de toutes les couleurs. Enfin, moi, en tout cas, c'était une grande découverte et j'avais adoré, quoi. C'était ouf. Je suis pas toute seule sur Terre, quoi. Donc, ça change tout ton imaginaire de l'humain, des autres, complètement. Tout ça. Et donc là, j'ai trouvé ça vraiment magique et et vivant. Et et on pouvait avoir des amitiés avec de toutes sortes, avec des enfants qui avaient vécu plein de choses vraiment différentes. Et donc cet album, Les Incroyables, c'est vrai que ça me fait penser aussi un peu à tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite. Et pourquoi incroyable ? Parce qu'en fait, chacun, on est différent. Et donc, dans cet album, par la forme qu'ils ont, c'est-à-dire par exemple, l'enfant pierre, l'enfant marteau, l'enfant élastique, par leur forme, par leur qualité, en fait, ils sont vraiment différents, mais il n'y a jamais de qualité négative. Même l'enfant tâche, il a toujours quelque chose de très positif, en fait. Et moi, j'aime bien
pareil comme Aurélia, qu'il n'y ait pas de noir ou de blanc, c'est plutôt s'accepter soi-même entièrement. Est-ce que la bête des Vosges t'a fait peur quand t'étais petite et t'as influencé un peu l'imaginaire aussi? Alors la bête des Vosges pas spécialement, mais les sorcières, oui, pas mal, parce qu'il y avait des maisons de bois en noir, un peu délabrées, il y en avait même pas mal dans les Vosges, et je me souviens vraiment de me promener autour et d'avoir vraiment les fouets, quoi, et d'avoir vraiment peur et d'imaginer vraiment toutes ces choses. Et c'est vrai que quand on a peur comme ça, on imagine énormément de choses. Et voilà, il y a aussi un livre que j'ai fait qui s'appelle Cache-cache monstrueux, où je dis que seul un esprit éveillé peut combattre ses démons. Donc je trouve que les livres, c'est ça que je dis souvent aux enfants, c'est que le fait de lire, ça peut te faire vivre des choses, bien sûr, donc des peurs peut-être, et comment les combattre, et ça te les fait vivre avant de les vivre peut-être en vrai. Et ça c'est important aussi, quand on grandit entouré d'œuvres comme ça. Question un peu pour vous deux aussi, une question qu'on pourrait sous-titrer: quand les albums jeunesse racontent les frontières, comment on aborde le sujet de la frontière et de l'autre aussi, on en parlait, quand on s'adresse aux plus jeunes, et pourquoi c'est important d'en parler avec eux de la bonne manière? C'est important parce que ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie du quotidien des enfants, en fait, de côtoyer d'autres cultures. Dans une classe, il y a plein d'enfants différents, et du coup, je trouve que quand la littérature jeunesse aborde ces sujets, c'est aussi pointer du doigt le fait que c'est un enrichissement, en fait. Alors après, ça dépend des maisons d'édition, ça dépend aussi peut-être d'une politique, parce que là, on tend plus à se replier sur soi qu'à aller vers les autres. Mais les enfants, en fait, au départ, sont plutôt ouverts. C'est les parents, en fait, c'est l'éducation qui fait qu'on se replie sur soi. Donc, je trouve que c'est intéressant pour les enfants et comme pour les adultes de voir que qu'on est fait de plein d'histoires, et que on est riche de plein de mémoires, et de mémoires qui viennent de plein d'endroits différents. Et qu'on vit aussi des choses très communes finalement, même si on vient du sud de l'Afrique ou du sud de la Bretagne. On a des choses communes quand même. On est tous des êtres humains, déjà on fait partie de la même terre. Ça me rappelle une phrase que quelqu'un avait dit, je ne sais plus qui, quand je faisais des études autour de l'enfant et de l'adolescent, c'est qu'un enfant jouera avec tous les autres enfants jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter. Et je trouve que ça renvoie vraiment en fait à la candeur d'un enfant qui, tant qu'on ne lui dit pas que c'est pas bien de jouer avec cet autre enfant, en fait il a aucune raison d'arrêter et de se créer finalement une image négative d'un autre enfant. Clotilde, sur la question de raconter et expliquer les frontières aux enfants. J'ai fait un album qui s'appelle L'Embrouille, par exemple. Donc ce sont des frontières plutôt entre voisins. Et en fait c'est même une histoire un peu que j'ai vécue avec mon voisin. Donc on a un jardin, et il a voulu construire un mur dans notre jardin. Enfin, disons qu'il m'a proposé de le faire. Donc c'est lui qui m'a donné cette idée. Et donc le livre en tant que tel, donc pareil, c'est avec des volets de papier, et donc le mur s'installe petit à petit entre les deux, et donc c'est la page qui s'agrandit de plus en plus et qui commence vraiment à partager les deux parts de la maison. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est aussi mettre beaucoup d'humour dans mes livres. Donc ce qui était amusant, c'est que j'y accompagne l'enfant en disant il y a un chat et un chien, mais ni l'un ni l'autre ils sont tous les deux fautifs. Donc j'ai pas pris qu'il y avait un qui était meilleur que l'autre. Donc ils étaient tous les deux un peu bêtes à construire ce mur. Et et je voulais vraiment entraîner l'enfant en disant tu vois, c'est vachement bien comme idée de faire un mur en fait. Donc ça aussi, j'aime bien entraîner l'enfant en disant de le questionner, et en même temps il dit bah oui, c'est vachement bien. Puis après il se passe quand même quelque chose pour dire que c'est pas, pour déconstruire cette première idée, voilà. Mais j'aime bien emmener l'enfant dans quelque chose tu pourrais croire que c'est vraiment bien. Que la réflexion soit créée en lui à partir de c'est ça. Laurent. En parlant de frontières, parce que j'y pense depuis tout à l'heure, j'arrivais pas à le formuler dans ma tête, mais tu l'as dit tout à l'heure en introduction, il y a à la fois les frontières physiques, et il y a aussi les frontières naturelles et les frontières qu'on invente, construites par l'homme. Mais il y a aussi en fait les frontières que l'on se met aussi, qui sont générées par nos peurs. On a peur à aller de certains endroits, peur à découvrir des gens, tous nos préjugés qu'on a en nous, qu'il faut réussir à combattre. Ça aussi, c'est une forme de frontière finalement, parce que si on arrive à abattre toutes ces limites-là, on arrive à se dépasser soi-même, à sortir de notre déconfort et à découvrir
de nouveaux milieux, de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Et comment on peut l'aborder ça justement en littérature jeunesse c'est cette notion de peut-être de dépassement ou de ne pas avoir peur de ce que l'on ne connaît pas finalement. Oui, aller vers l'inconnu en fait. Ouais. Comment les inviter ? Moi je pense qu'il y a beaucoup de mes livres qui parlent quand même de ça, Ouais. d'aller vers l'autre, voilà, de connaître l'autre, de se connaître soi-même aussi. J'avoue que Et c'est pas simple. non, c'est pas simple de se connaître soi-même, mais c'est accepter qui on est. Et bon, je pense qu'on a toute la vie pour le faire aussi, pour se connaître. Oui, et puis je pense que les enfants, comme vous l'avez dit précédemment, là, les enfants au départ ils n'ont pas peur en fait. C'est vrai que c'est les parents en fait qui sont plutôt éduqués. Oui, puis c'est l'enfant, il est naturellement curieux. Oui, Naturellement l'enfant il est sociable. curieux, sociable. Il a pas, je pense qu'il n'a pas enfin, je crois pas forcément à la méchanceté dans l'enfance, mais oui, et puis je pense que la frontière, comme la frontière personnelle, les limites, c'est plutôt chez l'homme adulte. L'enfant, oui, il peut avoir des craintes, mais je suis pas sûre qu'il ait la notion de la frontière en fait. Mais c'est vraiment le jeu de la peur quand même. Ouais. C'est le fait d'avoir peur de l'autre, qu'on s'imagine des choses, ça aussi, c'est encore des choses où le monstre, quoi. Ouais. Voilà, c'est casser toutes ces idées qu'on peut avoir, qu'on peut s'imaginer, quoi, pour affronter l'autre en fait, et pour aller plus dans l'accueil. Ça, c'est des thématiques qu'on retrouve finalement dans vos œuvres aussi communes. Est-ce que vous avez peut-être envie de nous partager un petit peu vos derniers travaux publiés pour que les gens puissent peut-être aussi venir à votre rencontre? Clotilde, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce qu'on peut découvrir de toi que tu as publié récemment ou dont tu as le plus envie de parler pour des gens qui voudraient aller vers ton travail? J'en ai fait pas mal, mais alors il y a un album ici qui est quand même beaucoup mis à l'honneur, qui s'appelle Dans sa valise. Donc voilà, c'est l'album où en fait c'est l'histoire d'un petit homme qui commence à faire sa valise, on ne sait pas où est-ce qu'il va. Voilà, il met dans sa valise certains objets et tout le long de l'objet de la lecture, en fait, il utilise des objets, il en met dedans, etc. Il y a une sorte de va-et-vient d'objets à l'intérieur, mais c'est pas visuel, donc on le voit pas, c'est vraiment juste écrit. Et donc à la fin de cette histoire, on voit qu'est-ce qui reste dans la valise. Et en fait, il ne reste plus rien. Donc c'est aussi une ode un peu à la vie. Les enfants, des fois, ils sont un peu troublés qu'il n'y ait plus rien dans la valise. Le fait de rentrer de vacances sans rien, c'est peut-être pas si évident. Mais c'est aussi un peu une vision de la vie, d'utiliser tout ce qu'on rencontre, parce qu'à la fin, de toute façon, on ne sera plus rien. Voilà. Merci Clotilde. Aurélia, est-ce qu'il y a des travaux vers lesquels on peut diriger peut-être nos auditeurs, auditrices pour te découvrir? Alors là sur le salon, en tout cas le livre que les enfants et que la bibliothèque avait mis en avant, c'est Loup noir, loup blanc, donc le texte de Patrick Fishman qui est donc ce conte Cheyenne. Et sinon le dernier album que j'ai fait, c'est un album qui s'appelle c'est un album de poésie, c'est J'ai le droit à la poésie, et qui est sorti chez Rue du Monde, donc l'éditeur chez qui est publié également Loup noir, loup blanc, voilà. Qu'on peut retrouver aux éditions Rue du Monde, qui est une maison d'édition du coup qui traite beaucoup de la différence et de la richesse de toutes les cultures, et j'engage tous les auditeurs à aller en librairie ou en bibliothèque découvrir tous ces albums. Et en tout cas, on est très heureux que vous soyez venus pour inaugurer cet après-midi. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux aussi, peut-être, Clotilde? Oui, évidemment. Oui. Et puis sur la page de François-Régis Gaudry, Aurélia et moi, en tout cas, on y sera. Et n'hésitez pas aussi à suivre leurs travaux sur les réseaux sociaux. Et puis si vous êtes à Annemasse cet après-midi, il y a un peu de vent, mais c'est pas si grave. Le temps est clément avec nous. Clément n'a rien à voir avec son prénom, malheureusement. Mais n'hésitez pas à venir aussi, puisque toutes ces autrices et auteurs sont en dédicace. Et vous pouvez retrouver leurs ouvrages qui sont non seulement consultables, mais aussi vous pouvez les acheter si vous voulez directement les soutenir, et puis nous faire un petit coucou, ça nous fera très plaisir aussi. Aurélia, Clotilde, merci infiniment. Merci. Bonne continuation sur le festival Avoculture et puis dans vos carrières respectives. Merci beaucoup. On se laisse un petit peu en musique. Jérémy, je te laisse le choix de la playlist. À tout de suite sur Radio Mani à 15h15. De nouvelles invités vont nous rejoindre pour cet après-midi d'interview. Merci à toutes et à tous. Quand je dis radio, vous dites Mani, ça fait Radio Mani, Radio Mani. Vous êtes bien sur Radio Mani 91.5 et on est toujours au parc Montessuie, on est toujours le samedi 6 juin et il fait toujours très beau.
Donc en fait, si vous nous entendez, je le répète, je sais, je radote, venez au parc Montessuie au cœur d'Annemasse, le parc il est beau et il y a plein de choses qui s'y passent parce que nous sommes sur Avoculture. On va continuer notre grand chelem des invités sur le festival Avoculture. Puis Dimitri, je te laisse parce qu'en fait, tu as fait une super préparation. J'ai plus rien à faire finalement. Non, mais tu peux. Moi, il me manque juste un café à la limite. Si là, t'as pas envie de. Je vais te chercher un café sans sucre, crème allongée, avec joie. Un mochaccino. Avec joie. Donc on continue, c'est très bien. J'ai bien aimé notre grand chelem et je vais servir du coup avec nos 2 nouveaux invités. On est avec Benoît Sévérac. Bonjour. Bonjour Benoît. Et Isao Mout. Bonjour. Merci beaucoup à vous deux de nous rejoindre pour ce second plateau d'interview aujourd'hui. Alors vous êtes illustrateur, auteur, vous êtes plein de choses aujourd'hui. Je vais vous demander déjà, est-ce que vous êtes d'accord de vous présenter pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent. Bon, je vais faire un AVC. Oui. Qui ne vous connaissent peut-être pas. Bien, c'est Benoît Sévérac qui commence. Donc, je suis romancier. J'écris pour les ados aux éditions Syros et pour les adultes également à la Manufacture de Livres. Et mes bouquins sont repris souvent chez 10-18. Voilà. J'écris des romans noirs. Voilà. Romans policiers et romans noirs. Ainsi que dégustateur agréé par le comité des vins d'Alsace. Mais ça, c'est pour un autre festival. J'ai fait mes recherches. C'est une autre vie, ça. On pourra parler de Gewürztraminer. Voilà, je vous laisse le micro juste après. Et puis, on est aussi avec Isao. Salut Isao. Oui, bonjour. Je te laisse aussi te présenter. Alors, donc Isao Mout, je suis auteur de bande dessinée, édité principalement chez Sarbacane depuis quelques années. Et je crois que j'ai fait à peu près 6-7 livres publiés. Donc on va avoir l'occasion d'en parler. J'ai des questions individuelles et puis j'ai des questions un petit peu plus globales. Je vais commencer avec toi, Benoît. Tous les deux, on a un sujet de passion en commun, c'est le punk, j'ai l'impression. Moi, c'est le punk rock, le punk pop, c'est mon genre musical préféré. Et toi, c'est le cadre d'un de tes derniers romans qui s'appelle Le Clash, aux éditions Syros, qui offre une plongée dans l'univers des punks, mais aussi des skinheads dans l'Angleterre des années 70. Ça, je suis moins dans les skinheads, j'avoue, heureusement. Mais je voulais savoir ce qui t'avait amené à raconter une histoire à cette époque et dans ce cadre. Les skins et les punks sont indissociables en 78 en Angleterre. Voilà. C'était des mouvements sociaux avant d'être des mouvements musicaux ou vestimentaires ou de devenir ce que c'est devenu. C'était avant tout une révolte sociale. Je parle du mouvement punk, d'enfants, d'ouvriers cassés par la casse industrielle, cassés par les années Thatcher qui allaient arriver. C'était juste un petit peu avant les années Thatcher. Et c'est une expérience personnelle vécue qui m'a amené à écrire Le Clash, un roman qui mûrissait depuis un peu plus de 45 ans. J'ai découvert le mouvement punk en Angleterre en 77, j'avais 11 ans et ça a été un mélange d'effroi et de fascination qui m'a suivi toute ma vie. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quoi exactement parle Le Clash ? Le Clash est une rando entre un père et un fils dans les Pyrénées aujourd'hui et le fils va faire un voyage linguistique le lendemain, part en voyage en Angleterre le lendemain et c'est l'occasion pour le père de lui apprendre que lui-même a fait ce type de voyage 30 ou 40 ans plus tôt et a découvert le mouvement punk à cette époque-là et a commis ce qu'on fait quand on est ado. Il a goûté à la transgression, il a fait une connerie et qui a failli très mal tourner, enfin qui a quand même mal tourné mais qui aurait pu être dramatique et c'est l'occasion pour le père de se dévoiler sous des aspects nouveaux. Le fils découvre son père, découvre que les parents n'ont pas toujours été des parangons d'obéissance et c'est aussi un moyen pour le père de lui dire tu peux faire des conneries, tu en feras, c'est pas grave en soi mais et le réflexe ou l'espèce d'instinct de survie de te tourner vers les parents si jamais ça tournait mal. Les parents n'ont pas toujours tort. Et c'est vraiment punk, ça, c'est l'idée de transgression et de jusqu'où on va dans la transgression. Et c'est des allers-retours entre le présent, cette rando dans les Pyrénées et le passé, mais le récit est essentiellement tourné sur le passé en Angleterre en 78, Birmingham plus exactement. Et alors tu l'as dit aussi quand tu étais jeune
jeune, c'est quelque chose qui t'a aussi fait peur autant que fasciné. Est-ce que ces deux revers finalement d'une même pièce, la peur et la fascination pour un truc, comment ça se fait comment on peut expliquer que ça nourrisse autant la créativité et on le voit aussi chez plein d'autres, tu vois, je prends un exemple dans le cinéma, Guillermo del Toro qui nous met vraiment face à des créatures ou des scènes qui sont vraiment à détourner les yeux, et pourtant on a une fascination un petit peu, ou même vers des pans entiers de l'histoire. Comment ça nous fascine tout ça justement? Je ne sais pas, mais ça relève de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'on est tous quand même sacrément attirés par les grands fauves, les trucs qui nous font peur. Mais voilà, tu retrouves ça dans les contes de Grimm ou de Perrault. On a ça effectivement dans le thriller. Pourquoi est-ce qu'on est friand de ça? Moi, je suis pas dans cette veine-là, mais c'est vrai que ce traumatisme de l'enfance, parce qu'à 11 ans, assister à des bagarres entre punk et skin où il y a eu des morts, des choses comme ça m'a traumatisé, je pense. Mais je pense que la littérature est un moyen de transcender ça et peut-être je crois qu'on écrit avec nos failles, de toute manière. Donc pour moi, ma psychanalyse est là. Elle est là. On a un autre point commun aussi, tous les deux, je crois, la science-fiction et les romans de H.G. Wells, puisque tu as travaillé sur un rallye enquête à Toulouse, dans l'univers de la machine à explorer le temps, et il t'arrive aussi de mettre ta plume au service de courts-métrages, par exemple. Alors, c'est pas ça qui va faire matière à un podcast entier, surtout que c'était il y a plus de 10 ans, mais ça m'amène une autre question, mis à part la littérature noire et le polar, est-ce qu'il y a d'autres genres que tu aimerais explorer un jour, et est-ce que tu serais tenté de le faire via d'autres forme d'objet artistique que la littérature? Alors je vais être obligé de m'inscrire en faux. Je suis pas du tout fan de fantastique. T'es pas fan de SF? Alors non, Wells, évidemment qu'il y a, on a tous cette référence-là. J'aime beaucoup le fantastique, mais tel qu'il était fin 19e, début 20e. Parce que c'était un fantastique qui se raccrochait quand même à une certaine part de réalisme. Ouais. Je suis pas du tout dans le fantasy d'aujourd'hui. Alors je trouve plein de qualités à ça, mais c'est pas ma came. Et en fait, je suis heureux dans les thématiques et dans les genres que j'explore actuellement. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'aimerais explorer. Je réfléchirai. C'est un genre qui te convient pour l'instant à merveille, et tu t'épanouis là-dedans. Toujours très réaliste en fait. Et j'aime bien. À la rigueur, peut-être les carnets de voyage. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment. J'ai commencé à aborder ça avec un bouquin qui s'appelle Les Sœurs Lakota, qui est un road movie construit comme un road movie à l'américaine. Et je suis très friand d'écriture de voyage. L'écriture des grands espaces ou des déplacements, ça peut-être que j'aimerais aller vers ça. Tu le fais déjà un peu dans le Clash finalement aussi, d'avoir une itinérance au travers du roman. C'est vrai. Mais je pense que s'il fallait que j'aille un peu plus loin, ce serait dans cette direction-là. Ouais. Ok. Isao, tu vas pas y échapper aussi. Isao, je dois te dire que visuellement, en niveau illustration, t'as été mon coup de cœur de ce festival. J'adore ton trait. Je pourrais presque me faire tatouer un dessin que t'aurais fait. Et quel plaisir j'ai eu à découvrir ton travail en préparant cette émission. Surtout qu'on a aussi un point commun ensemble, sauf si je me suis trompé, les mêmes sur Instagram avec Tintin. On aime tous les deux une page qui détourne les aventures de Tintin pour raconter des conneries à la place. Et tu l'as cette page ou pas? Non. J'ai enquêté sur tous vos réseaux sociaux à tous les invités de l'après-midi. Non, c'est une page qui détourne les aventures de Tintin pour écrire des blagues à la place. Mais ce à quoi je veux en venir, c'est qu'en feuilletant ton roman graphique qui s'appelle Les Évaporés, je me suis dit qu'on avait peut-être une autre passion commune, sauf si je me plante une troisième fois, c'est pas grave, à savoir Katsuhiro Otomo. C'est vrai que, en fait, Otomo, ça fait partie... alors je l'avais pendant longtemps, quand j'étais aux Beaux-Arts, un peu délaissé. Ouais. Mais c'est en revenant, donc c'est quand on m'a proposé en fait du coup de faire cette adaptation. C'est là où je me suis dit il faudrait que je refeuillette un peu Akira. Parce que en fait Akira c'était une des raisons quand j'étais au lycée, quand j'avais 16-17 ans. Il m'a donné envie de dessiner, même si bien sûr je dessine depuis tout petit comme la plupart des dessinateurs, et puis vraiment c'était Franquin et Hergé, mes deux influences principales quand j'avais quand je commençais vraiment à m'intéresser à la BD, mais j'ai eu vraiment un coup de foudre, coup de cœur, je ne sais pas comment dire, en découvrant Akira, et je trouvais ça complètement fou, et je me disais bon, je vais jamais atteindre son niveau, mais il y a des bons trucs à prendre, à piquer un peu niveau tous les décors, perspectives, mais c'est aussi dans la justesse des dessins. La
physionomie, tout ça. C'est vrai que même sans m'en rendre compte, voilà, c'est ma femme en fait qui me dit mais tu serais pas un peu, quand on regarde les yeux là, ça fait un peu Akira. Ouais. Et je me dis ah oui c'est vrai mince. Voilà. Est-ce que ça fait pas partie de ces références tellement immenses qu'au final tout mangaka ou tout illustrateur va mettre un petit peu d'Otomo comme on va mettre un petit peu d'autres auteurs finalement dans son travail? Oui, c'est un peu. Je pense qu'il y a énormément de dessinateurs, pas seulement les mangaka, qui s'inspirent de lui. Ouais, et je voulais savoir aussi, au-delà de ça, qu'est-ce qui était plus généralement une inspiration pour toi et qui t'a motivé à travailler sur Les Évaporés? L'inspiration niveau graphique ou niveau graphique, par exemple, ouais. Allons sur le graphique. Niveau graphique, c'était surtout le manga des années 70, un peu underground. J'aimais beaucoup, j'aime beaucoup cette espèce de noirceur qu'il y a. C'est que des sortes c'est des trames qui font. Ils utilisent pas trop ce qu'on utilise beaucoup dans les mangas, je sais plus comment on appelle ça, mais les choses qu'on colle là. Les petits pointillés là pour remplir. Ça, je vois ça, il n'y en a pas beaucoup et ils utilisent beaucoup de leur propre hachure comme ça et c'est vraiment au niveau de représenter ce Japon un peu. Il y a un auteur en fait qui s'appelle Tsuge qui est un peu le fer de lance de cette BD underground, la nouvelle vague on va dire de BD d'auteur qu'on appelle un peu c'est pas lui qui a inventé le terme mais il y a le côté Gekiga donc ça c'est un auteur qui s'appelle Tatsumi que j'aime bien aussi et donc c'est tous les personnages et les décors qui m'ont inspiré avec Akira bien sûr. C'est un peu un mix de tout ça et après au niveau un peu plus général c'est vraiment le fait de pouvoir parler enfin du Japon. C'est ma première bande dessinée qui se passe au Japon. Et avant ça, j'avais peur en fait de faire une BD qui se passe là-bas parce que déjà les décors, dessiner des villes, je préférais dessiner la campagne. Voilà, c'est plus simple. Ce que tu as pu faire dans tes travaux d'avant. Ouais. Et donc je me suis, c'est un peu. C'était un peu l'occasion pour moi de partir dans cet univers-là. Et donc, il n'y a pas tous les personnages dans la BD qui me parlaient, mais dans la BD, dans le roman qui me parlaient, mais c'est certains personnages que je trouvais vraiment intéressants. Et le thème, bien sûr, de l'évaporation, des gens qui disparaissent volontairement, c'est ça principalement qui m'a donné envie d'adapter ce roman. Excellente transition, justement. Les Évaporés, de quoi ça parle exactement? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, parce que c'est une des BD que tu viens présenter aujourd'hui sur Avoculture, et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce roman graphique. Alors Les Évaporés, donc ça parle de ces gens qui disparaissent de manière volontaire. Souvent c'est pour des raisons donc au Japon pour des raisons financières, donc des gens qui sont endettés et qui ils disparaissent, c'est une sorte de suicide social quoi, ils disparaissent sans jamais laisser de traces. Et il y a au Japon des structures, des entreprises un peu à la limite du légal qui s'occupent de faire ces déménagements. Ça s'appelle des déménagements de nuit, mais ça peut se faire en plein jour pendant que, par exemple, un mari qui veut pas divorcer va du jour au lendemain, hop, il rentre chez lui, puis il n'y a plus rien. Et donc, alors je sais plus où j'en étais. Donc là, le roman parle de ça, donc ça c'est le principe de l'évaporation que tu disais au Japon, et c'est le thème principal du coup des Évaporés. Oui, et du coup, c'est vrai qu'il y a des évaporations un peu partout dans le monde, mais ce qui fait la spécificité du Japon, c'est un peu les raisons déjà, ça peut être donc financier, mais aussi sorte d'honneur où on a honte aussi, on a peur d'échouer, des chefs d'entreprise qui lèguent leur entreprise au fils ou à la fille qui peut pas, elle peut pas assumer le fait de rater, et tellement peur de rater qu'au final ils disparaissent.
ou alors aussi c'est aussi avec des dettes envers la pègre, Bien sûr. les yakuza. Donc ça peut être différentes raisons, mais voilà, c'est un phénomène qui presque déjà, il y a eu d'autres ouvrages, des livres, des documentaires qui parlent de ça. Récemment, un livre de Cyril Carrère qui s'appelle La Crépuscule de la Veuve Blanche, qui parle aussi de ça, parce que lui aussi, lui habite au Japon et il constate ça. Voilà, il constate la même chose. J'avais une question un peu plus pour vous deux aussi. Moi, quand j'écris, quand je dessine, quand je fais à peu près tout et n'importe quoi, j'ai besoin d'avoir quelque chose dans les oreilles. J'ai besoin d'écouter, de m'imprégner de quelque chose. Est-ce que vous, quand vous écrivez ou vous dessinez, vous vous entourez d'une atmosphère, une ambiance musicale? Quelle est votre playlist? Quelle est votre routine un petit peu pour vous mettre dans la création? Les Sex Pistols pour toi. Ouais. Non, je me suis éloigné de ce genre de rituel. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, je me souviens avoir écouté beaucoup les Smiths en boucle, parce qu'en fait c'est une musique qui est un peu mélancolique, on va dire, voire même dépressive, et qui te met dans un état de mélancolie qui est propice à l'écriture. Mais et puis je connaissais par cœur les Smiths, donc je pouvais écouter sans écouter. Mais plus ça va, plus je me suis vraiment éloigné de tout bruit, justement. Je pense que l'écriture est devenue aussi un refuge loin de toute agitation pour moi. Les réseaux sociaux, les téléphones, etc. J'essaie d'éviter tout ça quand j'écris, et ça fait un bien fou. Donc pas de bruit, non, de moins en moins de bruit possible. En revanche, j'ai aucun problème à écrire dans une ambiance de brouhaha, comme ici par exemple. Vous entendez la musique en fond peut-être, mais les trains, les aéroports ou quoi ne me dérangent pas, parce que je suis pas concerné par ce brouhaha j'arrive à faire ma bulle, à créer ma bulle là-dedans. Ok, top. Isao? Alors moi, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas écouter quelque chose quand je dessine. Et même quand je fais le scénario, je me dis, c'est vrai qu'il faudrait que je sois dans le silence pour écrire, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, et je me dis justement, c'est peut-être bien de changer d'endroit des fois et de faire ça. Je sais qu'il y en a qui arrivent à dessiner dans les cafés, par exemple. Mais après, c'est aussi, il y a aussi le regard des autres. Je me dis, ah non, je peux pas dessiner dans un café alors que il y a avec un public. Mais ça m'aiderait, je pense. J'ai constamment besoin de quelque chose qui me stimule pour que j'avance. Et c'est vrai que oui, j'écoutais, je crois que j'écoutais un peu moins de musique, je sais pas pourquoi, mais oui, j'écoutais pas mal. Ça va des Beatles, Velvet Underground, des trucs, on va dire, ça part des années 60 jusqu'à maintenant. C'est vrai que j'ai aussi, beaucoup écouté de hip-hop, et tout ce qui est MF Doom, Madlib, tu régales. tout ce qui est de Stone Throw, c'est un peu un peu de tout, mais et puis beaucoup. C'est vrai que récemment, je sais pas pourquoi, j'écoute pas mal de musique brésilienne, des années, ce qu'on appelle la MPB, musique populaire brésilienne. Donc ça va surtout la période des années 60, début 70, quoi, avec Gal Costa et alors il y a même je pense que ça vient aussi du hip-hop, parce que Madlib a beaucoup samplé ce genre de musique. Donc alors j'ai des trous, j'arrive même plus à. Non, mais je suis content, on aura au moins parlé des MF Doom une fois cet après-midi, ce qui est à peu près mon cheval de bataille d'en parler à chaque émission. Laurent, est-ce que tu as envie de réagir un petit peu à ça? Qu'est-ce qui t'a stimulé un peu et t'as envie de découvrir? Moi, en fait, les deux m'interpellent, et c'est vrai que moi qui ai beaucoup écouté de musique punk et qui n'ai pas forcément suivi de musique punk parce que je suis né en 78, donc j'étais beaucoup trop jeune pour connaître la naissance de ce mouvement-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai rincé les lignes de basse des Clash, des Sex Pistols, et voilà. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui m'attire finalement, mais je pense que c'est pas un milieu aussi fantasmé quelque part, qui a été un peu détourné par la musique, le mouvement punk. Tu le disais un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a eu la naissance du mouvement punk qui était social,
Et la musique est arrivée après, la musique punk, j'ai l'impression. Oui, mais en même temps, le principe de la musique punk, c'était que ça allait avec le même mouvement social dans la mesure où c'était accessible à tous. C'était pour démocratiser le message. Ça a complètement démocratisé. C'est-à-dire que même le rock'n'roll était devenu élitiste à ce moment-là. Complètement. Et le punk, même si t'étais... D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, moi. J'ai monté un groupe punk parce que je connaissais 3 accords et que je savais pas jouer. Mais si tu les jouais très vite, à fond, saturé à mort, tu pouvais passer ton message. Et donc, c'est intéressant aussi. Moi, j'ai trouvé ça... Tous les déchets du punk, il y en a un paquet de groupes punk mauvais des années 70, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les gens ont eu le droit de s'exprimer. Et je trouve ça plutôt intéressant, de la même façon que les gens ont le droit d'écrire ou le droit de dessiner, même s'ils sont pas du niveau d'Issao. Moi, j'ai trouvé ça une belle appropriation culturelle libertaire. C'était parfait. Mais c'était pas forcément bon tout le temps. Ouais. Et même artistiquement, parce qu'il y a eu des fanzines, des choses qui sont nées à ce mouvement-là, et même quand on revoit des affiches de concerts ou des trucs complètement underground, ça revient un peu à la mode aujourd'hui de sortir des affiches. On dirait que c'est un peu le bordel, mais c'est issu de cette époque-là aussi, et je trouve qu'il y a de belles choses à en tirer, et un message social qui est très très fort et qui reste d'actualité, mine de rien, je trouve. Oui, on le dit. Punk un jour, punk toujours, mais je pense que ça a été le mouvement 68, mais 68 chez nous, le mouvement punk dans les années 75, 16, 17 en Angleterre. C'est venu après, mais c'était vraiment un coup de pied dans la fourmilière et dans l'establishment. Ça a fait beaucoup de bien, même si ça a été récupéré. C'est pas grave. Merci. Moi, j'ai envie de proposer aux gens de venir découvrir votre travail donc au Parc Montessuie aujourd'hui, toute l'après-midi. Est-ce que vous avez peut-être des réseaux sociaux où on peut vous retrouver, une actualité, ou quel livre en général vous allez vouloir aiguiller les gens à venir voir, vos derniers ouvrages, vos réseaux, un petit peu de promo Alors, je suis très très nul en réseau. Alors, j'ai juste un compte Instagram que je nourris pas du tout, donc je crois que le dernier post doit dater d'il y a plusieurs mois, voire un an. Mais en fait, c'est vrai que c'est juste que j'ai honte de mes dessins. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je me dis c'est jamais aussi. Ça vaut pas le coup d'être sur le. Enfin bref, c'est un truc de complexe. Alors que je t'ai dit, moi je te dis, si je cherche un tatouage, je peux te faire un message privé en te demandant une autorisation, parce que t'as un style qui évoque beaucoup de choses. On a parlé à travers des inspi, de l'imaginaire, tout ça. Mais en tout cas, ta dernière BD, c'est Les Évaporés. Oui, aux éditions Sarbacane. C'est ça. Et puis en août, il va sortir une nouvelle BD qui s'appelle Saison Rouge et qui va parler de l'armée rouge japonaise, donc les terroristes. On va dire que ça comme ça, des étudiants qui sont radicalisés et puis qui ont fait quelque chose de complètement absurde et atroce. J'en dis pas plus. À découvrir au mois d'août. Benoît, le Clash. Oui, alors mes réseaux sociaux, c'est pire que ceux d'Issao. Je n'y vais pas. J'ai un compte Facebook et un compte Instagram, mais tous mes amis sont affligés parce que tout a au moins 1 an ou 2 comme info. Non, mon meilleur réseau social, ce sont les libraires. Donc allez acheter le Clash, littérature ado, mais les adultes peuvent le lire. C'est mon dernier en date. Ensuite, j'ai beaucoup d'affection pour Le Bruit de nos pas perdus chez 10-18 en poche, donc pas cher. C'est mon dernier en date en adulte, mais il faut pister la sortie de Leur corps glorieux en janvier 2027, dans quelques mois, chez Robert Laffont. Pour moi, c'est mon meilleur roman. Je pense que voilà, c'est ce que je mettrais si j'avais des réseaux sociaux efficaces. Il y a moyen de le teaser celui-là, ou ça reste encore... Non, il est fini, il est acté, donc il va vraiment paraître en janvier. Donc oui, c'est l'histoire, c'est le destin d'une femme entre 1914 et 1921, une Belge, veuve de guerre, réfugiée en France, et comment elle va finir par se prostituer à Toulouse. Et à travers le destin de cette femme, c'est l'histoire des droits de la femme et de l'histoire de ce rendez-vous manqué entre les droits de la femme et la grande histoire. Parce qu'on parle beaucoup des mouvements MeToo et du féminisme dans les années 60, ce qui est très bien, ça a été. Mais il y a eu aussi des mouvements féministes très structurés
créé à la fin du 19e et au début du 20e et dont les revendications ont été mises sous le boisseau à cause de la guerre de 14-18. Qui a un des dommages collatéraux de 14-18, c'est le droit des femmes. Parce qu'au nom de l'union sacrée et du patriotisme, on leur a demandé de se taire et d'aller au boulot et ensuite de rentrer chez elles après 18. Dès le 13 novembre 1918, on les a renvoyées chez elles en leur disant maintenant il faut faire des gosses parce qu'il faut refourbir les rangs de l'armée française. Donc c'est un destin de femme qui m'a touché comme ça. Je pense que c'est un beau roman. Merci beaucoup à vous deux en tout cas d'avoir pris du temps pour venir au micro de Radio Mani. Vous êtes encore en dédicace si on veut venir vous rencontrer toute l'après-midi au parc Montessuie. On y est aussi. Si vous voulez venir nous rencontrer, on vous dédicacera rien parce qu'on n'a pas de spécialement de légitimité à ça, mais on vous fera une poignée de main avec plaisir. Vous avez l'occasion de nous serrer la main effectivement et choisir peut-être votre musique. Ça se rate pas. Allez, on peut. Ça se rate pas. Jérémy, je te laisse lancer la prochaine musique et on meuble encore un petit peu. Il y a pas de problème. À 16h15, on va retrouver nos deux prochaines invités de l'après-midi. Ce sera Nassira El Modem et Grace Lee qui viendront nous parler aussi de militantisme féministe, de journalisme, de plein d'autres choses. On est très heureux en tout cas d'être une nouvelle fois sur le festival À vos cultures. On nous régale, l'orga est super. Il fait beau, il fait chaud, super. Descendez de chez vous. Et puis je pense que ça y est, c'est bon, il nous fait un pouce. Il faut envoyer les Sex Pistols là au moins. Oui, en fait, on a un logiciel, une version d'essai, je crois. Il écoute toutes les 5 minutes, pirates, on a 30 secondes. Ouais, on pirate à fond. C'est ça. Allez, vas-y, balance. Quand je dis radio, vous dites Mani, ça fait radio. Mani, radio, Mani. Et vous êtes toujours sur Radio Mani. Radio Bani. Non, Mani. Radio Bani. Débouche-toi les oreilles quand même. Attends, arrête. Non, ce n'est pas un bug. Vous êtes sur Radio Mani. On dit plein de bêtises. Et puis, parfois, il nous arrive de faire des choses sérieuses, comme aujourd'hui. Nous sommes toujours au parc Montessuie, depuis le début de l'après-midi, au cœur du festival À vos cultures, durant lequel on continue de grand chelem d'accueillir des auteurs, des autrices. Et puis, en face de nous, alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est juste qu'il y a des gens bizarres qui se tapent avec des épées. C'est complètement... comment dire, irresponsable, tu disais, Dimitri? Moi je trouve ça vraiment immature. C'est complètement immature. Ouais, je sais pas. Déguisé avec des cottes de mailles et tout. Enfin, faut arrêter quoi. Après... Bref, vous comprendrez qu'à vos cultures, il y a plein de choses qui se passent. Il y a aussi des Vikings. Il y a aussi des jeux pour les enfants. Et bien évidemment, vous pouvez rencontrer vos auteurs et autrices préférés ou que vous ne connaissez pas et venir découvrir de nouveaux auteurs et autrices. Et justement, Dimitri, on accueille 2 nouvelles personnes autour de notre table. Et oui, puisqu'on a avec nous Nassira El Modem ainsi que Grace Lee, des invités avec des pages Wikipédia, parce qu'on se fout pas de votre gueule sur Radio Mani. Sérieux? Ouais, si, parce qu'on a quand même de temps en temps des gens du vrai monde et pas seulement des intermittents de la ville d'Annemasse avec un blog et un portfolio pas à jour. Merci à vous deux de nous rejoindre pour l'accueil. Pour notre 3e plateau de l'après-midi. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais vous laisser la parole entre 2 batailles de Vikings pour nous parler de qui êtes-vous, vos parcours, vos travaux. Nassira, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les auditeurs auditrices? Vous avez bien une demi-heure devant vous, c'est ça? On a un peu de temps. Sachant que j'ai épluché les pages, j'ai épluché les profils de tous nos invités de l'après-midi. Et Nassira, j'avoue que toi t'as trop de trucs sur ta page Wikipédia. Il était en panique tout à l'heure. Ouais, c'était trop long et je voulais parler de plein de choses et je me suis dit qu'on aurait de toute façon peut-être pas le temps. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs qui m'ont questionné, interpellé sur ta page Wikipédia et sur en vrai tous les sites où j'ai un petit peu consulté ce que vous faisiez. Mais je te propose de te présenter pour les auditeurs auditrices qui ne te connaîtraient peut-être pas. Bonjour d'abord et merci de l'accueil et de l'invitation. Je suis ravie d'être là, d'être à Annemasse et d'être au festival À vos cultures. Moi je suis journaliste, c'est mon métier au quotidien et je travaille notamment pour Arrêt sur Image qui est un média de déconstruction du récit médiatique de l'actualité et j'en présente les émissions hebdomadaires, donc ça c'est mon activité principale et à côté de ça j'essaye d'écrire des livres quand je peux, quand j'ai un peu de temps entre ça et les enfants et je viens de publier mon dernier livre, mon 3e bouquin qui est une enquête journalistique au cœur de la Seine-Saint-Denis où je raconte le devenir d'une ville qui a été pendant 90 ans communiste et qui en 2014 a basculé à droite mais en réalité a basculé à l'extrême droite avec un projet dissimulé par le maire et le fil conducteur c'est le suicide d'un des cadres qui est celui qui a compris le plus vite ce qui allait se passer et voilà et je suis aussi ici à Annemasse pour parler de mon livre autour de mes voyages en train pour aller jusqu'au Maroc puisque la thématique cette année c'est les frontières.
On va avoir l'occasion de reparler de tout ça. Merci beaucoup en tout cas de nous faire l'honneur de ta présence. Avec grand plaisir. Il en est de même pour Grace Lee, bienvenue. Merci beaucoup. Toi aussi tu as un sacré parcours, je dois dire, mais je vais te laisser en parler toi-même. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît? Merci pour l'accueil et au Festival Avoculture de me permettre de découvrir cette belle ville qui est Annemasse. Donc, je m'appelle Grace Lee, je suis autrice, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Les Nouveaux Territoires que je présente aujourd'hui, qui est un roman qui fait le chemin inverse de ma famille, puisque moi je suis née en France et je suis originaire d'Asie, plus précisément du Cambodge, et dans mon livre Les Nouveaux Territoires, c'est une jeune femme qui est expatriée en Asie et qui fait le chemin inverse de ses parents, et j'interroge avec ce parcours les inégalités qui peuvent traverser nos expériences de vie, notamment lorsque on a le sud global et le nord global dans notre CV. Et je suis aussi podcasteuse, je co-anime un podcast avec Rokhaya Diallo sur l'antiracisme qui s'appelle Kiffe ta race. Excellent podcast. Merci beaucoup Nassira. Tout à fait. Et donc j'ai à cœur aussi de travailler cette matière qu'on a, qui est nos expériences vécues et les expertises qu'on peut avoir en vivant dans notre société. On a l'impression, on a des professionnels de la radio. Là. Ouais, sachant que moi, mon petit jeu, c'était de trouver des points communs avec tous les invités de l'après-midi. Sachant que vous deux ensemble, vous avez un point commun qui vous relie toutes les deux. C'est la ville de Grenoble. Ah oui. La ville de Grenoble, donc peut-être que vous les avez croisés, qui sait dans le temps, soit dans le téléphérique de la Bastille, à la Fontaine des Trois Ordres ou au Batman Kebab, je ne sais pas. Mais en tout cas, Grenoble, c'est votre ville commune. Toi, tu y es né et toi, tu y as étudié. Ouais, exactement. Voilà. Pendant 3 ans. Et moi, j'ai beaucoup d'amis à Grenoble et je suis passé aussi par Grenoble. Ma famille vient de là-bas, donc gros big up à Grenoble et à tous les Isérois. Je me suis fait mettre une prothèse de genou à Grenoble. C'est bon, c'est tous les 4. C'est dingue, ça n'intéresse personne. Je vais commencer avec toi, Nassira, si tu le veux bien. Comment on en vient à se dire un jour, tiens, cet été, je rentre au bled en train, alors qu'il y a plein de moyens plus pratiques, on pourrait se dire en tout cas, ou plus préconisés. Toi, tu t'es dit non, je tente l'aventure de rentrer en train, et j'aimerais que tu nous en parles. En fait, ce qui s'est passé, c'est parce que l'avion était devenu trop cher juste après le Covid. C'est ça qui m'amène à faire le voyage en train. Ce qui est incroyable, c'est que moi, je suis une passionnée de train. J'ai pris le train pour aller très loin, y compris jusqu'à Téhéran en Iran. Et j'avais jamais franchi le pas de le faire pour rentrer au Maroc, qui est un voyage que je fais tous les ans. Et en 2022, après le Covid, les frontières rouvrent. Et là, tous, autant que nous sommes, notamment les enfants de l'immigration marocaine, on a tous un peu le même réflexe, c'est d'aller regarder sur les sites des compagnies aériennes pour rentrer au bled. Et là, les prix sont hallucinants. Et donc, c'était bien trop cher, donc il était hors de question de le faire. Et c'est là où je me dis, tiens, je vais aller regarder ce que ça donne en train. Et c'est vraiment ce moment-là. Donc, on est en 2022 et je commence à construire le voyage. Je pose des questions, surtout sur les réseaux, aux gens qui l'auraient fait auparavant. Et là, je me rends compte qu'il y a une histoire de l'immigration par le train, qu'il y a une histoire du voyage de l'immigration marocaine par le train que j'ignorais complètement. Moi, j'étais persuadée que tout le monde qui rentrait au bled le faisait en voiture comme je le faisais avec ma famille. Mais en fait, non, il y a des gens qui n'avaient pas accès à la voiture parce que c'était trop cher dans les années 80 ou dont les parents n'avaient pas le permis et donc faisaient ce voyage eux en train. Et je me suis dit, chouette en fait, je vais un peu me mettre dans les pas de tous ces gens-là et parce qu'en fait, on n'invente rien en réalité. Et du coup, pour la première fois, on fait ce voyage en 2022 et depuis, tous les ans, on le fait en train avec mon mari et mes 3 enfants. Excellent. Et vu que, comme je l'ai dit, tu as vraiment un parcours très 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 fourni. D'ailleurs, j'invite les gens à aller découvrir ce que tu fais, ce que tu as fait aussi par le passé, que ce soit en radio, en podcast, en livre, etc. Mais vu que tu as beaucoup voyagé aussi, je voulais savoir ce que c'était le souvenir le plus cool que tu avais ramené dans ta vie. Tu veux dire matériel ? Souvenir matériel. Je suis pas très matériel, c'est ça le truc. Et souvenir vécu. Non, je pense que c'est le souvenir vécu. Moi, c'est les choses qui me marquent le plus, c'est les rencontres que je fais. Alors, souvenir vécu. Alors, c'est difficile de choisir. Mais je crois que un des moments qui m'a le plus marqué, c'est justement ce voyage que je fais en train jusqu'à Téhéran. Donc je pars d'Istanbul, on est en 2007. Je suis étudiante à l'époque à Istanbul. Je suis étudiante à Sciences Po et je fais un échange à Istanbul. Et là, à la fin de l'année, je me dis tiens, je vais partir en voyage et donc je vais à Téhéran. Et donc je rentre dans le train, dans la grande gare de Pacha à Istanbul. Et là, je vois plein d'Iraniens dans le train parce qu'en fait, c'est des gens, notamment des familles, qui sont venus passer quelques jours à Istanbul pour souffler, notamment les femmes parce que c'est difficile. Et donc j'arrive
Et là, je vois plein de familles me prendre sous leur aile, quoi. Dont une famille avec une jeune femme à qui je pense souvent, qui une iranienne, qui est en fait d'une minorité zoroastrienne en Iran, une minorité religieuse. Et donc elle essaye de parler en anglais avec moi parce elle commence à apprendre l'anglais. Donc en fait, voilà, on discute en anglais. Et là, je vais avec elle voir sa famille, et sa famille est hyper surprise de me voir. Elle me dit mais comment c'est possible que toi, jeune fille, j'avais 20 ans, voyage toute seule. Ils me disent mais tes parents ils te disent rien. Je leur dis mais en fait ils sont pas au courant. Je leur dirai après au retour. Oh, wow. Et donc je passe 3 jours avec cette famille qui me fait à manger, qui me sert du thé tout le temps, et c'est magnifique. Et puis surtout cette expérience de voyage est extraordinaire parce que je sais pas si on se rend compte, la Turquie c'est une immensité d'espace. On traverse toute l'Anatolie et puis on descend du train, on va prendre le bateau pour traverser le lac de Van, et au loin on voit le mont Ararat. Donc en fait je crois que un de mes meilleurs souvenirs de voyage c'est celui-ci, c'est cette relation avec cette famille, avec ces paysages extraordinaires dans un pays et dans des pays voilà lointains que je découvre à peine 20 ans. Exceptionnel. On va continuer à parler un peu de voyage et de frontières avec toi, Grace. Grace d'ailleurs, pardon. Dans tes travaux qui prennent plein de formes différentes, du roman à la scène en passant par le podcast, une des thématiques qui revient le plus, c'est celui de la double nationalité, de la double culture, et aussi du coup de l'expatriation. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'occidentaux qui partent par exemple en Asie ou à Bali pour s'installer, et on parle parfois de néocolonialisme. C'est un sujet qui m'intéresse et je voulais savoir ton point de vue sur la question. Bah, c'est mal. Voilà. On s'en doutait, mais pourquoi? Question suivante. Non. Mais pour étayer un peu ce que je viens de dire, c'est pas un jugement. Je vais pas porter de jugement hâtif sur les gens. Je pense que on doit se poser la question lorsqu'on fait un déplacement de soi-même, si on le fait, dans quelle forme on le fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Les Nouveaux Territoires, cette jeune fille, elle part de France pour aller en Asie. Elle est expatriée. Ses parents ont fait le chemin inverse. Ils sont venus d'Asie en France. Ils s'appelaient des réfugiés. Dans ces deux mots, vous avez des inégalités de notre monde, c'est-à-dire une différence de statut administratif, de facilité à vivre dans notre quotidien, à obtenir des choses assez simples, comme passer une frontière. Donc voilà, la question c'est lorsque nous déplaçons, nous avons des avantages, parce que moi j'ai un passeport français, les gens qui possèdent un passeport français, nous avons une certaine facilité à nous mouvoir dans ce monde. Ouais, des privilèges, quoi. Il faut se dire que ce n'est pas quelque chose d'universel. Ce sont des avantages qui sont liés à notre situation, à l'emplacement de la France dans le monde et sur l'échiquier. Et ce qui se passe, c'est que parfois on oublie lorsqu'on va, le néocolonialisme, ça représente vraiment ça, c'est que lorsqu'on va quelque part, on arrive en vainqueur. Et on ne se pose pas cette question-là de quelle différence ce déplacement induit, et qu'est-ce que nous apportons, qu'est-ce que nous prenons, qu'est-ce qu'on exploite en fait encore. Et donc de toute façon, voilà, la question première c'est si on n'est pas d'égal à égal, alors il y a un problème, il y a une inégalité, il y a des injustices qui vont venir s'insérer dans les relations qu'on va nourrir avec les personnes autour de nous. Et donc voilà, l'idée c'est que lorsque nous déplaçons, quelle vision nous plaquons sur le monde, qu'est-ce qu'on est venu chercher et qu'est-ce que nous rapportons, est-ce que nous dépouillons les personnes et la terre que nous visitons. Et si votre réponse est oui, alors là, restez chez vous. Bien sûr. Moi je voudrais rebondir là-dessus parce que le livre que moi j'écris, et si on rentrait au bled en train, c'est l'histoire d'une famille, donc la mienne, qui décide par souci écologique notamment, de faire ce voyage au Maroc annuel, qui est un voyage qui est vraiment lié à notre histoire immigrée, en train. Et je rejoins ce que dit Grace à l'instant, c'est que je crois que pour tout voyage qu'on fait, on doit aussi s'interroger sur les impacts, en fait, les impacts de nos déplacements. Mais quelles que soient d'ailleurs les régions ou les pays dans lesquels on va, y compris d'ailleurs si on reste uniquement dans des voyages domestiques à l'intérieur du territoire français. Mais c'est vrai que au fur et à mesure du voyage, en fait, on a un peu essayé de modifier nos comportements, notamment s'agissant des hébergements. Par exemple, aller choisir un Airbnb à Barcelone ou à Cadiz, c'est un problème. Et il faut se demander pourquoi. Et en fait, il faut juste parler aux gens, et parfois même sans parler aux gens, on voit des affiches placardées sur tous les murs de Cadiz où en fait les habitants expliquent à quel point ils sont dépossédés des centres-villes, dépossédés des habitations à l'intérieur des centres, parce que justement il y a la Airbnbisation des
des centres-villes qui fait que les Européens, les Français comme nous et les autres qui viennent en vacances empêchent ces gens-là d'avoir accès à ces centres. Et donc effectivement il y a la question du déplacement pour celles et ceux qui vont habiter ailleurs, mais il y a aussi la question du tourisme et de ce que nos déplacements, nos mobilités vont avoir comme un impact sur la vie concrète des gens. Et donc voilà, donc je pense que en fait le voyage n'est pas neutre. Voilà, le voyage il est impactant. Il peut l'être de manière positive, mais il l'est malheureusement de manière souvent négative. Et l'idée de ce livre, pour moi, c'était aussi de transmettre une autre manière de se mouvoir et de faire du tourisme à mes enfants. Tout à fait. Je me dis aussi, les personnes qui voyagent, quand même, faut effectivement qu'ils conscientisent de l'impact de leur voyage, parce que j'imagine que ça part pas forcément d'un mauvais sentiment, c'est plutôt de se dire ils ont envie de vivre comme, de louer un Airbnb par exemple dans un centre historique, que ce soit à Rome, que ce soit à Barcelone ou autre, c'est envie de vivre comme les Barcelonais, comme les Romains. Mais effectivement, c'est comment leur permettre cette conscientisation-là, de se dire ça déplace en fait les populations autochtones et ils n'ont plus accès à leur centre-ville à eux. Et c'est ça qui est pas simple quand même dans le voyage et dans la vie d'une ville finale qui peut être attractive ou pas d'ailleurs. Et je fais partie de ceux qui peuvent potentiellement louer des Airbnb dans des capitales. Je vois bien que effectivement, notamment sur Rome ou sur d'autres grandes villes où en fait j'étais pas super à l'aise au final parce que les Romains eux ils sont en périphérie et ils ont plus accès à leur centre-ville et c'est dur de trouver un juste milieu et de comprendre justement finalement l'autre et la culture de l'autre, quoi. Moi je dirais qu'il y a un effort de préparation d'un voyage lorsqu'on est dans une intention de partir, de se demander comment est-ce qu'on part pour contribuer à nourrir un tissu local qui existe déjà. Si tu vas louer un Airbnb à une personne qui ne vit pas sur place et qui vit à l'étranger et qui en fait tire des revenus uniquement locatifs d'un logement qui vont participer à l'augmentation des loyers sur place et qui ne permet que la gentrification du centre-ville au détriment des alentours, des banlieues, et c'est comme ça qu'on les appelle. Eh bien, c'est difficile de voir sur Airbnb qui loue, mais on peut quand même faire une petite recherche et savoir où va notre argent. En fait, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Et ça se pose quand tu vas à Rome ou quand tu vas à Bali. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont loin et qui, si on va ailleurs pour rechercher le même confort qu'on a chez nous, en donnant notre argent aux mêmes gens qui sont ceux qui vivent déjà chez nous, en fait, on est dans un cercle clos, c'est de l'entre-soi. Et donc, ça demande effectivement un peu de travail en fait. La préparation, tu as raison. Ouais, donc, et parfois, je dis pas que c'est pas. Enfin, on n'est pas là pour culpabiliser les gens en disant attention, ce que vous faites, c'est mal. Mais aussi on peut être responsable de nos déplacements dans une optique si on est là pour rencontrer des personnes, et ben si on est là pour vivre une vie authentique, je mets des guillemets authentiques parce que on sait pas comment ça peut être très authentique, mais en tout cas si on va à la rencontre des autres personnes, il faut qu'on puisse s'assurer nous qu'on va vraiment à la rencontre de ces personnes qu'on veut voir et pas uniquement des gens qui nous ressemblent. Merci pour votre réponse. Et tu parlais de gentrification des centres-villes et même aussi un peu d'uniformisation des centres-villes. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les capitales d'Europe quand je visite l'Europe. C'est que les centres-villes commencent aussi à tous se ressembler avec les mêmes magasins, les mêmes enseignes de consommation rapide, les mêmes même les mêmes agences du Airbnb, et c'est assez fou. Et ça participe aussi à ça, et je suis d'accord avec toi, c'est hyper important. C'est un temps à prendre, en fait, c'est une évolution aussi de notre consommation. On en parle pour le soda, on en parle pour les fast-food, on en parle pour la musique, il faut aussi en parler pour effectivement le voyage. La différence qu'on a avec il y a 15, 20 ans, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus d'excuses. Je veux dire, on a des sites internet qui sont consacrés à ça, on a des gens qui sont spécialistes de ce voyage éco-responsable, il y a des livres qui sortent tous les ans, enfin il y a cette matière pour apprendre ensemble. Et je pense qu'on est tous un peu dans cette dynamique-là. Moi, c'est aussi pour cette raison que j'ai voulu faire le livre, parce que je fais le livre avec à la fois une démarche liée à la mémoire de l'immigration marocaine et de ce voyage de l'immigration, mais aussi avec une partie du texte qui est une partie guide où je donne presque clé en main
main en fait les outils pour que les gens se disent en fait c'est possible de le faire, parce qu'il y a des gens avant moi qui l'ont fait, et par ailleurs moi j'hérite aussi de l'histoire de celles et ceux qui ont fait ce voyage avant moi, et donc en réalité on apprend de toute cette histoire là, et on a aujourd'hui franchement tous les outils pour apprendre à faire autrement. Je dis pas que du jour au lendemain on peut tout révolutionner, mais en tout cas moi je suis persuadée qu'on voyage aujourd'hui, en tout cas moi et d'autres autour de moi, mieux que peut-être exactement qu'il y a 10-15 ans. Tout à fait. Et j'ajouterais juste que parallèlement à cette démarche-là, il y a aussi une réflexion qu'on doit avoir par rapport à la nostalgie du colonialisme. Parce que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis à peu près aussi longtemps que le colonialisme est a été juridiquement on a mis fin au colonialisme. C'est-à-dire qu'en fait, on a une forme de regret de ce temps de puissance, d'une forme de grandeur perdue. Et ça, toutes les personnes, autant que nous sommes, nous devons résister. Parce que en fait, c'est quelque chose qu'on voit dans les médias, qu'on voit dans la presse, que c'est quelque chose qui gagne beaucoup de terrain. Et donc, en fait, moi, je pense qu'il n'y a aucune gloire à l'inégalité et aux injustices. En fait, il faut pas regretter un temps où, c'était des temps qui n'étaient pas bénis. Et je pense des peuples étaient opprimés. Absolument, oui, et qui le sont encore. Quand on dit néocolonialisme, c'est bien qu'on induit que c'est une période qui n'a pas cessé. En fait, c'est un continuum de. C'est une évolution de. Voilà. Et que donc, tout autant que nous devons préparer des voyages que nous avons envie de faire, nous devons lutter sur place à cette progression qui n'a jamais cessé en fait de progresser de cette nostalgie d'un temps d'inégalité. C'est un débat vraiment génial d'avoir avec vous. En tout cas, on a eu beaucoup de chance que vous veniez aujourd'hui nous en parler. J'aimerais qu'on reparle un petit peu de ce que vous êtes venus apporter aujourd'hui sur le festival, à savoir vos derniers ouvrages. Si des auditeurs auditrices ont envie de venir vers vous, de vous découvrir après cette rencontre, où est-ce qu'on peut vous retrouver et qu'est-ce que vous avez de publié récemment qui pourrait fasciner les gens autant que vous nous avez fascinés cet après-midi? Ah, c'est gentil ça. Il faut nous retrouver au stand de la librairie d'Annemasse Les Affamés, absolument. Super. Au festival Avoculture qui nous ont fait un super accueil, et notamment aussi les équipes de la bibliothèque d'Annemasse qu'on embrasse également. Moi je fais des récits et des textes qui sont très différents les uns des autres, mais qui parlent toujours de la même chose, c'est-à-dire les territoires auxquels on appartient, et puis les territoires sur lesquels on a envie d'enquêter, parce que ça raconte une histoire de France. Et donc mon dernier livre qui est paru aux éditions Stock, il est Main basse sur la ville. Main basse sur la ville, enquête au Blanc-Ménil, territoire trahi de la République. C'est un livre d'enquête de 6 ans où effectivement je décrypte par le menu détail comment une ville qui a été communiste pendant 80 ans a basculé à la droite, mais en réalité a basculé à l'extrême droite, comme malheureusement beaucoup d'autres villes en France aujourd'hui. Et l'idée c'était de disséquer en fait ce projet de dissimulation. Pourquoi il a été dissimulé? Parce que rapidement, pour prendre le pouvoir dans cette ville de Seine-Saint-Denis, qui est une ville populaire, qui est une ville avec une forte histoire immigrée, et pas que, où plein de diasporas vivent, en fait il fallait tout simplement mentir aux gens. Et une fois qu'on a menti aux gens et qu'on a conquis le pouvoir, on garde le pouvoir, et la question est de savoir comment on le garde. Donc je raconte les marchés publics truqués, le copinage avec un certain nombre d'entreprises, je raconte le clientélisme, enfin bref, un certain nombre de méfaits mis en place par la municipalité. Et le fil rouge de mon livre, c'est un des cadres qui s'est suicidé, et qui est celui qui a compris le plus tôt, dès 2014, ce qui est arrivé. La bonne nouvelle, c'est que l'histoire se termine bien, parce que le maire en question, tout ça est réel, c'est une enquête journalistique. C'est pas un roman. Non, c'est pas une fiction, c'est vraiment une enquête journalistique. La bonne nouvelle, c'est que ce maire-là, qui a et son équipe qui ont des attitudes et des comportements un peu mafieux, vont être défaits par la population. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il m'a menacé de mort dans les colonnes du Monde. Et donc, pour la petite histoire et les coulisses, on a déposé plainte avec la maison d'édition Stock pour menace de mort à mon encontre. Et surtout, moi, ce dont je suis fière, c'est d'avoir tenu pendant 6 ans une enquête, alors que j'ai été, on va dire, intimidée. On m'a envoyé des gros bras pour m'intimider sur le terrain, jusqu'à même voler mon matériel professionnel devant l'école de mes enfants. Donc c'est malheureusement le quotidien de beaucoup de journalistes en France. Et surtout, j'arrête là après, c'est une manière de raconter le 93 en dehors de l'image médiatique de la Seine-Saint-Denis. En fait, en général, quand on parle de la Seine-Saint-Denis dans les médias, c'est pour raconter les voitures qui brûlent, les choses mauvaises, quoi. Là, l'idée, c'était de dire, mais en fait, en vrai, la Seine-Saint-Denis, c'est un département où il y a des élus qui se battent d'ailleurs pour conquérir et avoir le pouvoir. Et en fait, on doit leur demander des comptes comme partout ailleurs. Et donc, l'idée, c'est de demander des comptes à ces gens-là et de dire,
quand ça déconne et quand ça déraille, il faut que ça soit mis sur la place publique. Voilà. Finalement, tu parles aussi de toutes les ficelles d'un régime d'extrême droite au sein d'une ville qui a pris le pouvoir dans une ville et comment le garde. Une ville qui se dit de droite mais qui en réalité ne l'est pas. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Grâce, toi on peut te retrouver dans plein de trucs. Il y a la web-série Ça reste entre nous. Il y a le podcast Kif Taras que tu animes avec Rokhaya Diallo. Mais il y a aussi ton dernier roman qui s'appelle Les Nouveaux Territoires. Et c'est celui avec lequel tu es venu aujourd'hui. Oui, je travaille aussi dans Les Nouveaux Territoires la matière de la fiction. Et j'ai plusieurs ouvrages où l'imagination prend beaucoup de place parce que c'est important pour moi d'apprendre à travers le jeu. C'est vrai que c'est quelque chose qui me touche particulièrement et donc j'ai des personnages imaginaires mais qui en fait sont des assemblages de personnes que je connais et des expériences que j'ai vécues parce que je suis dans une démarche de vengeance parce que j'ai grandi avec des représentations qui ne me ressemblaient pas et j'ai dû faire vraiment je me suis identifiée à des personnes qui ne me ressemblent pas et ça je veux dire tout le monde le fait donc il n'y a pas de souci mais il faut aussi qu'on ait dans notre bibliothèque des représentations justes de personnes qui nous ressemblent et c'est comme ça aussi que on peut se sentir légitime à faire ce qu'on veut faire. Donc moi c'est vraiment une chose qui m'a nourrie et donc je propose des livres jeunesse, livres adultes, livres ados avec des personnages qui vont faire écho à des vécus que j'ai, des communautés est-asiatiques dans lesquelles j'ai grandi. Sans cliché, sans poncif et c'était vraiment pour donc c'est encore une démarche de je viens réparer des choses qui pour moi j'ai des blessures à cet endroit-là et je suis continuellement en train de me lécher la plaie et donc ce sont des ouvrages qui me permettent en fait de me dire que oui j'ai une place dans une bibliothèque et j'ai une place dans cette société. Et pour faire écho à ce que dit Nassira, parce que je pense que c'est très important aussi moi je me nourris énormément de ce que je lis et de la presse notamment et je pense que Nassira représente a travaillé dans la presse, les médias de gauche et je pense qu'aujourd'hui ces médias sont extrêmement attaqués dans notre période actuelle, notamment à la veille des élections de l'année prochaine présidentielle et c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on vient de dire sur les questions de déplacement de frontières et aussi de notre société et comment vivre bien ensemble. Là, on est dans un festival Avoculture qui en fait fait la part belle à tout ce qui existe à Annemasse, la multiculturalité, sans que ce soit dans une forme de vraiment de c'est ordinaire et à la fois c'est beau. Et je pense que il faut qu'on continue à maintenir ces liens de solidarité qui existent. Et je suis ravie d'être donc là avec Nassira que je ne vois pas quand je suis en région parisienne et donc on se voit à Annemasse, c'est formidable. Annemasse rassemble finalement, c'est ça le point final. Merci beaucoup à toutes les deux en tout cas. Merci à vous pour l'accueil. Avec plaisir pour ce temps d'échange. Vous serez toujours les bienvenus sur Radio Mani. Wow, il y a une foule qui vous applaudit. Vous êtes les seuls à avoir à peu près 100 000 autour de nous. Exceptionnel. L'après-midi n'est pas terminé puisqu'on a encore un plateau d'interview et je laisse la parole à Laurent. Je viens de penser, j'ai potentiellement une reco, notamment pour Nassira. Ton voyage au Maroc en train m'a fait penser à une jeune podcasteuse qui s'appelle Candice Savoya qui crée des contenus audio et qui a fait un voyage en train mais à l'envers sur les traces d'immigration de sa grand-mère qui est partie justement de Pologne pour fuir la Pologne sous le Reich en fait, sous la Seconde Guerre mondiale et a fait tout un cheminement jusqu'à Annemasse en passant par Chemnitz et puis en évitant justement les nazis et elle a décidé justement, c'était l'année dernière, elle a décidé de partir sur les traces de cette immigration à l'envers en partant d'Annemasse et pour aller jusqu'en Pologne en s'arrêtant à des endroits stratégiques le long du chemin de fer où des gros événements se sont passés et ça s'appelle Shine a Light in the Darkness. Je suis super bon en anglais, t'as vu, j'ai évolué en allemand. Mais du coup, elle s'est enregistrée pendant son voyage. Elle s'est enregistrée pendant son voyage. Du retour, c'est vraiment pendant le voyage. C'est pendant le voyage, elle a tout enregistré, tout, avec des micros binauraux. Et ça a donné ce podcast qui dure quasiment 1h30, qui est en anglais, un peu en français, enfin un peu de tout. Et
elle fait des rencontres incroyables sur les traces de sa grand-mère. Donc voilà, ton voyage justement merci, au Maroc. j'irai écouter ça avec attention. Ouais, c'est ça, c'est Shine a Light on the Darkness. Oui, enfin, ton anglais est pas non plus ouf. Oui, enfin, écoute, tu fais le malin, mais. Bon, pardon, on n'est pas une grande radio comme t'as l'habitude. Désolé, on est associatif, on est trois. Enfin, pas la peine de nous jeter non plus sous le bus, Nassira. Donc ouais, petite reco, on l'a diffusée ici sur Radio Mani et puis elle est diffusée sur toutes les plateformes. Donc voilà, si ça. Eh ben merci pour cette recommandation. Merci beaucoup pour Merci votre temps. Avec grand plaisir. On se quitte pas nous parce qu'à 17h15. On se quitte pas à 17h15, on a 2 nouveaux invités. Voilà. Et puis bien évidemment, on a un peu de musique qui arrive. Et puis peut-être qu'on va réussir à capter Lilian, Lorga et tout ça. Ah, pour super. Nous parler, ce serait cool. Pour les remercier parce que c'est encore une fois une super édition d'Avoculture. Voilà. Et on les remercie pour et bon courage pour les cours d'anglais. Merci. Quand je dis radio, vous dites Mani, ça fait radio. Mani, radio, Mani. Avoculture, c'est aujourd'hui, samedi 6 juin au Parc Montessuie. Si vous êtes encore chez vous, vous êtes méga en retard et vous avez loupé la moitié de la journée, mais c'est pas grave, il y a encore des choses qui se passent. Et vous le comprenez, nous sommes encore, évidemment, avec grand plaisir sur ce festival pour la, je sais pas combien de édition d'ailleurs, au moins la 4e. J'aurais dit la beaucoup-tième. Beaucoup-tième, Ouais. bah, tu crois? Je pense. C'est un beau chiffre, beaucoup. Et du coup, bah, carrément, nous continuons et terminons, en phase de terminer ce grand chelem des invités justement d'Avoculture. On accueille du coup nos différents invités, auteurs, autrices, et on espère récupérer l'organisation tout à l'heure pour qu'ils nous fassent leur petite et je bug en fin de journée, leur petite réaction à chaud de cette journée. Ce serait cool de les avoir. Donc Lilian, si tu nous entends quelque part, Sophie, si tu nous entends, vous êtes les bienvenus. On accueille de nouveaux invités. Alors nos 2 derniers artistes de la journée, Jisung et Dosung, merci beaucoup d'être avec nous. On va vous demander de vous présenter, mais avant ça, il faut que je dise, Jisung, aujourd'hui tu es mon anomalie. Pourquoi ? Quand j'ai préparé cette émission, j'ai fait des recherches sur tous nos invités, et donc sur toi aussi. Pour la plupart, je suis allé checker les pages Instagram, les pages Wikipédia, les éditeurs, etc. Mais quand j'ai tapé ton nom dans mon moteur de recherche, je suis arrivé sur ton site qui s'appelle iujisung.com, et il faut que je vous en parle un peu parce que ton site, je l'ai adoré et il m'a fasciné. Je suis fan d'internet dans ses premiers sens, réunir les gens et exposer son travail. Un peu à la manière des blogs de mon adolescence, j'ai beaucoup aimé explorer et me perdre sur ton site, comme si je m'étais perdu dans les backrooms. C'est épuré, c'est minimaliste, ça demande un peu de curiosité pour s'y promener et c'est rempli de pages avec plein de trucs que tu as fait dans ta vie, et j'ai eu l'impression d'avoir trouvé un journal intime posé sur un banc. J'ai pas compris tout ce que je voyais et c'était génial. Donc avant tout, merci pour cette immersion dans ton univers. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'invite tout le monde à aller voir ton blog et ton travail. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ce que tu fais dans la vie ? Bonjour. C'est la première fois que je fais une interview sur la radio. Ok, ça va très bien se passer. C'est très très émouvant et c'est très impressionnant d'écouter ma voix à travers le micro. Merci beaucoup de votre invitation. Et je m'appelle Hyun Ji-sung. Oui, donc en Corée, dans l'ordre normal, oui, on dit d'abord le nom de famille, Hyun. Donc je commence à me présenter dans l'ordre coréen. Voilà, donc je m'appelle Hyun Ji-sung et je suis artiste plasticienne. J'aime beaucoup travailler dans l'art visuel et récemment je travaille beaucoup sur l'écriture. Donc un dialogue entre l'écriture et l'image. Le dernier projet j'ai réalisé. Sinon j'habite en Haute-Savoie. Oui, j'habite à Amby plus précisément. Et voilà. Une voisine. Voilà. Et j'ai un atelier à Genève. Ok. Alors moi j'avais envie de savoir depuis quand est-ce que tu crées tout ça, parce que sur ton site j'ai vu que tu le faisais depuis des années et tu fais surtout beaucoup de choses très différentes et je voulais savoir quand tu avais commencé, pourquoi et grosso modo est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais, qu'est-ce que tu fais en général dans ton atelier? Dans mon atelier, voilà, l'histoire commence déjà, je suis rentrée à l'école des Beaux-Arts à Avignon en 2008, donc ça commence par là et depuis là. Avant de venir en France, j'avais fait déjà la formation d'image en mouvement, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur pour créer des vidéos, le dessin animé ou des voilà. Et là, quand je suis arrivée en France, j'avais plus envie de travailler sur l'ordinateur. Donc là, je me suis concentrée sur l'histoire, sur l'art contemporain, sur l'écriture. Et là, depuis que je me suis donné la liberté totale sur la forme de l'art, je me suis touchée un peu à tout.
j'aime beaucoup travailler sur le dessin, la vidéo, la photographie, mais tout se base en ce moment sur l'écriture. Ouais. Ouais. Et alors, tu as un projet qui s'appelle, je crois, Paysage Simple. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais, c'est un projet que j'aime beaucoup réaliser en été parce que je suis un peu saisonnière, on va dire. Pendant les saisons hivernales, j'aime beaucoup travailler sur l'écriture ou un peu dans l'ambiance cocon à l'atelier pour écrire, après pour faire réaliser les petits dessins. Mais les paysages simples, c'est un projet qui est vraiment instinctif. Déjà, je travaille avec le papier coréen que j'aime beaucoup. C'est un papier qui est réalisé à partir de pâte à mûrier que j'ai ramené depuis la Corée parce que j'avais visité l'atelier de papier coréen que j'ai adoré. C'est un papier qui est utilisé déjà pour l'architecture, pour les habits, pour l'art calligraphique. Donc j'avais envie de faire un travail avec ce papier. Et pour les paysages simples, j'avais envie de dessiner des choses empruntées à la nature, c'est-à-dire des lignes très simples comme la ligne de la mer, les feuilles qui tombent, la pluie qui tombe ou le soleil, voilà. Donc là, j'avais vraiment envie de se concentrer sur la ligne, le point et la surface qui prend dans le papier en laissant toujours un vide. Donc c'était essentiel après de laisser vivre l'espace libre et qui réagisse avec la lumière. Voilà. Et en ce moment, sur quoi est-ce que tu travailles ? Qu'est-ce que tu crées en ce moment ? En ce moment, je travaille sur un projet qui est basé d'une écriture. Donc, le projet qui s'appelle « Ma mère n'est pas venue à mon mariage ». C'était pendant la crise sanitaire. Quand on s'est retrouvés tous à la maison, je me suis commencé à me mettre à retrouver mes carnets que j'avais utilisés en arrivant en France. Donc depuis septembre 2007, j'avais toujours des carnets avec moi, n'importe où, dans le transport, dans un café posé, et j'aimais bien écrire tout ce que je sentais, et j'aimais bien aussi dessiner, etc. Et pendant la crise sanitaire, j'ai sélectionné des textes, 100 textes parmi tous ces carnets qui sont accumulés depuis 15 ans. Et pour chaque texte, j'avais envie de créer une image, soit une vidéo, la photographie, le dessin, la performance, etc. Donc là, pour ce projet, on voit parallèlement les images et les textes. Donc j'avais envie de créer un dialogue entre images et textes. On invite tout le monde à découvrir aussi ton travail, et d'ailleurs c'est possible de le faire ici parce que tu es venu avec Pourquoi ma mère n'est pas venue à mon mariage, donc on peut venir te rencontrer aussi ici, et merci beaucoup de nous partager tout ça. Dosang, toi aussi tu as un geste artistique qui tourne beaucoup autour de la notion de frontière, et finalement notre sujet de la tournée qui a suscité chez moi une petite étincelle aussi, puisque tu as un geste artistique qui consiste à inscrire sur des éléments naturels comme des pierres, des coordonnées, pour les transformer en bornes de frontières, et finalement de jouer un peu avec l'identité de ces rochers. Et lors de mes années d'études à Chambéry, à l'époque, il y a presque 10 ans, j'ai fait un exercice sous la thématique se réapproprier les espaces, qui était un peu le même, puisque nous c'était de mettre des QR codes sur des arbres pour donner à chaque arbre un emplacement de frontière qui était différent du sien. Et donc ça m'a rappelé un petit peu mes années de fac, ça m'a beaucoup touché, et j'ai beaucoup aussi aimé découvrir ce que tu faisais, et je voulais que tu nous parles un petit peu de toi, de ton travail et de ton geste artistique. Du coup, je m'appelle Dosang et que je suis un artiste coréen qui travaille et qui vit à Marseille. Et en gros, dans mon travail, si je explique un peu, je travaille beaucoup sur la frontière et aussi le système d'administration, parce que là, en tant qu'étranger, après mes études, en fait, j'ai eu le statut de réfugié en France, et du coup, de mes expériences en tant qu'étranger et réfugié, et que de la vie entre deux politiques et entre deux territoires influencé beaucoup mon travail. Bien sûr. Et par exemple, juste après l'école, je suis intéressé à les symboles que je rencontrais dans mon parcours en tant qu'étranger. Par exemple,
par exemple, juste la préfecture, la queue devant la préfecture la nuit, et de Marianne ou tout ce que tu as vu dans ton parcours. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, par exemple, une de projets que j'avais fait, s'appelle Visage de Marianne. Ouais. C'est de ramener une buste de Marianne dans un potomaton et de réaliser une photo d'identité de Marianne, comme si je enlevais de la symbolique de Marianne, surtout pour les étrangers, qui est assez lourd et qui nous fait peur aussi, et de le rendre dans une position comme si je le rendais comme à l'époque Marie et Anne, comme si ça devient une sorte de personnage comme nous aussi. Et l'autre projet que j'avais fait, c'est la nuit devant la préfecture. Je rassemblais, en gros, pendant le demande d'asile, j'avais dû aller à la préfecture pour faire la queue la nuit et que pour y entrer le matin. Et j'avais dû continuer à faire ça pendant plusieurs mois, on va dire. Et que à ce moment-là, en fait, j'avais écrit une sorte de journaux chaque nuit, qu'est-ce qui se passe, comme tu racontais l'attente, ouais. Et du coup, avec cette journaux, j'avais écrit une histoire qui rassemblait qu'est-ce qui s'est passé de la nuit jusqu'à le matin, et que j'avais retourné à la préfecture pour le lire comme si c'est une sorte de performance, et que voilà. Et là, en ce moment, je travaille pas mal sur la frontière depuis 3 ans. Et une des projets en tant que la frontière, ce qui m'a intéressé, c'est une ligne que je pouvais pas sortir et qui menaçait un peu ma situation aussi. Et du coup, à la fois, ça me faisait peur, et que à la fois ça me donnait la curiosité aussi, et que depuis je commençais à voyager dans des points frontaliers comme dans des villes, Menton, Strasbourg, et aussi je faisais beaucoup de randonnées. Et ce qui m'intéressait en fait en tant que la frontière, sur les cartes c'est une ligne très claire et qui est très marquante, mais en même temps quand je suis sur place c'est une ligne, il n'y a pas de imaginaire presque. Il n'y a pas de mur et il n'y a pas de surveillance, mais souvent c'est juste une place et aussi c'est juste une partie de la nature, paysage aussi. Du coup un projet que j'ai fait, s'appelle Suivre la ligne. En regardant le GPS, c'est de suivre le parcours de la frontière. C'est ça. Du coup, je visite plusieurs points frontaliers et que en regardant le GPS, en fait, je vois que je me suis situé où et que je suis en train de marcher sur la ligne, sur la frontière, mais en même temps, sur la vidéo que je prends, en fait, je suis juste en train de tracer une partie de la nature, et aussi, je suis juste un randonneur aussi. Et voilà, c'est un projet que je fais. C'est super. Et est-ce que, selon vous, quand on est un artiste, c'est important, et pourquoi c'est important de voyager, de voir autre chose que ce qu'on connaît? Vous êtes coréens tous les deux, toi tu travailles aussi à Genève, donc vous êtes sur plusieurs pays. Pourquoi c'est important de changer d'horizon, de changer de frontière pour pouvoir faire de l'art de manière plus vraie, plus sincère? Ah, c'est pas simple comme question. Est-ce que pour toi c'est important de voyager? Moi personnellement, moi je préfère faire le voyage intérieur à travers des livres. D'accord. Pour la source d'inspiration, je n'ai pas vraiment besoin de changer d'horizon. Ok. Donc j'aime beaucoup lire des romans. Donc voilà, récemment particulièrement j'aime beaucoup lire Annie Ernaux. D'accord. Et Han Gang, je ne sais pas si vous connaissez le dernier prix Nobel littérature en 2024, la coréenne. Ok. Voilà, donc là, pour le moment, c'est. Donc ton inspiration vient beaucoup des livres aussi. Ça me touche beaucoup et ça m'excite beaucoup. Et toi? Je pense que chacun a une différente manière de travailler, parce que pour moi, en fait, mes projets me demandaient le projet de la frontière me demandait d'aller voyager, aller découvrir, et aussi pour la recherche aussi, c'était important. Et réaliser le projet aussi, en fait, c'est la base
c'était basé sur le voyage. Ouais. Mais je pense pas que c'est pas une obligation. Non, je pense pas. On pourra trouver des sources que on inspire partout, et même si dans la chambre, même si comme Tison elle disait dans des livres aussi. Et aussi c'est une sorte de voyage aussi, parce que des manières de regarder un objet ou manière de regarder notre environnement a une différente manière ou différents angles. C'est une manière de découvrir un objet, et c'est un voyage aussi. Tout à fait. Du coup, J'étais aussi en train de me dire que finalement, tout à chacun qui sommes d'origine étrangère, on porte aussi une frontière en nous. C'est-à-dire qu'on porte la culture de nos aïeux, de nos parents, de nos grands-parents, et on est dans un pays qui nous accueille, qui nous permet justement d'être réfugiés, ou qui a tout simplement accepté une naturalisation. Donc on vit finalement cette frontière-là entre nous, et comment on la partage à la société par des projets artistiques, par des projets de littérature. C'est aussi quelque part ce que vous vivez vous aussi, quoi, finalement. Exactement. Ouais, c'est vrai que quand vous avez parlé des chantiers d'horizon, chantiers de paysage, personnellement, pour les derniers projets, c'était de voir d'autres personnes avec qui j'avais envie de raconter son histoire, la personne. Donc c'est vrai que le voyager de personne en personne, c'était le dernière source d'inspiration. Ouais, j'avais bien parlé de ça. Vas-y. Je trouve que même tout le monde est le résultat de déplacement de la frontière aussi, parce que là, en gros, en tant qu'individu, en fait, chacun a une personnalité différente, et que chacun rencontre une manière de dépasser les frontières et de connaître les autres. Du coup, c'est une art assez naturelle, mais en même temps, c'est une art assez politique aussi. Du coup, c'est une manière de aussi traverser au-delà de la ligne et d'aller découvrir les autres. Ouais. Tout à fait. Si des gens veulent découvrir votre travail, comment est-ce qu'ils peuvent venir voir ce que vous faites? Est-ce que vous avez... Alors toi, du coup, tu as un site, on l'a dit. Est-ce que vous exposez? Est-ce qu'on peut venir voir votre travail quelque part, ou le trouver peut-être sur Internet? Allez-y. Vas-y. Ouais. Dernièrement, mon exposition personnelle a eu lieu à la crèmerie à Passy. Ouais. Donc c'est un petit espace d'art qui est très très charmant. Que là, malheureusement, l'exposition a fini, mais prochainement. Sinon, en temps normal, on peut se retrouver, on peut regarder mon travail sur mon site, qui sert un peu aussi faire l'archivage de mon travail. Et aussi, je prévois d'intervenir aussi pour un colloque à Grenoble. Je crois que c'est en fin août, mais voilà, je vais communiquer sur le site pour l'avenir. Super, donc on invite les gens à aller voir ton site. En fait, je n'ai pas encore fait mon site, et que j'ai le Instagram. Du coup, on peut regarder de temps en temps ce que je mets sur Instagram. Et aussi, je serai en résidence en août à Belle Ordinaire. Ok. Ça sera fin août. Et si quelqu'un est par là, on pourra venir aussi. Et aussi, en fait, c'est la manière comment on montre, on fait découvrir le projet, c'est une question que je suis en train de poser. Par exemple, comme tu m'avais dit tout à l'heure, le caillou avec numéro le pan géographique. Ouais. En fait, ce sont des installations que je fais dans la nature, dans le public aussi. Du coup, peut-être des randonneurs pourront trouver ce que tu as fait. C'est super, ça c'est super aussi. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. En tout cas, c'est vous qui clôturez notre après-midi d'interview avec le travail de deux artistes qu'on vous invite à découvrir. Il y a encore un petit peu de temps pour venir à Avoculture, mais l'après-midi touche à sa fin, et sinon vous pouvez les retrouver en ligne, de même que tous les auteurs, autrices et tous les artistes qu'on a vus cet après-midi. C'était une belle après-midi, Laurent. C'est une belle après-midi qui est en train de se clôturer avec un prochain combat de Vikings, j'ai l'impression. Voilà.
Voilà, n'approchez pas trop parce qu'il y a des coups d'épée qui vont être perdus certainement. Mais en tout cas, venez nous rejoindre. Il y a encore 2-3 choses qui se déroulent. Merci à vous deux d'avoir répondu présent à cette interview. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente continuation. Bon retour à Marseille prochainement, j'imagine, où la frontière est quand même bien présente à Marseille, du coup, avec tous les bateaux qui arrivent au niveau de la Méditerranée. Et puis bon retour à Amby, c'est pas loin d'ici. Ouais. Et alors nous, on sait pas encore si on vous dit au revoir ou pas. Ça va être pas encore. C'est un peu la surprise en fait. C'est un peu la surprise parce que on aimerait bien essayer d'avoir l'organisation du festival au micro en interview, comme on a un petit peu tous les ans. Ce serait chouette. On sait qu'ils sont très occupés aussi, mais il est possible que dans l'heure qui suive, au plus tard, vous ayez une interview surprise pour clore ce festival. En tout cas, pour la partie interview des artistes, c'est terminé. Et on vous laisse en musique avec peut-être la chance de vous retrouver. Dans tous les cas, on fera peut-être un petit mot de la fin avant de clore cet après-midi, avant que la pluie nous tombe aussi sur le coin de la gueule. Jérémy, je te laisse nous mettre de la musique et on vous dit à tout de suite. Quand je dis radio, vous dites Mani, ça fait Radio Mani, Radio Mani. Et bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes toujours sur Radio Mani 91.5 et bien sûr sur le web radiomani.com. Comme je le dis depuis le début de l'après-midi, nous sommes toujours au Parc Montessuie, au cœur d'Avoculture. Il n'est jamais trop tard pour venir. Il y a encore des choses qui se passent, qui se terminent plutôt. Mais n'hésitez pas à descendre malgré le ciel qui se couvre, mais vous risquez strictement rien. Donc venez nous rejoindre. Il y a des choses qui se passent, n'hésitez pas. Et on vous l'a promis et on a réussi à l'avoir. C'est l'interview de nos invités de l'organisation. Bonjour Sophie, bonjour Lilian et bonjour Monsieur Borel. Tous les trois, vous participez à la vie de la ville et notamment au niveau de la bibliothèque. Lilian et Sophie, vous êtes les organisateurs, les chevilles ouvrières de ce festival Avoculture, la 6e édition. Monsieur Borel, vous êtes adjoint à la culture à la ville d'Annemasse. Tout simplement, Lilian et Sophie, cette 16e édition, on en parlait tout de suite là en off, c'est rare de voir autant de monde arrêter devant un spectacle comme ça en plein milieu du parc Montessuie. Comment on se sent là après cette édition? Un grand ouf, c'est bon, c'est passé, on va travailler à la prochaine. Mais du coup, en termes de satisfaction, vous en êtes où là, émotionnellement? C'est pas tout à fait fini parce qu'en réalité, dans un quart d'heure, il y a un concert de chœurs de femmes qui vont nous partager des chants du monde et je vous promets que ça va être fort en émotion et qu'il y a un partage et une volonté vraiment de vitalité, d'échange. C'est vraiment un moment à ne pas louper. Après, comment on se sent? On se sent bien parce que y a autant de monde qui vient. Je crois que on se faisait la réflexion. Je crois que c'est l'édition où on a vraiment le plus de monde. On a des publics diversifiés, très très différents. Et puis, moi, je suis vraiment surprise. Tout marche, quoi. Il n'y a pas eu un stand où il se passait rien. On a eu des files d'attente sur plein d'animations. C'est vraiment une grande satisfaction. Et tu disais qu'on est les chevilles ouvrières. Je crois que sans notre équipe, on n'irait pas bien loin. On a une équipe vraiment de compétition. Il sera temps de fêter ça. On n'a pas fini parce qu'il faudra démonter ce soir. Mais vraiment, une grande satisfaction. Lilian ? Je crois que Sophie l'a dit, c'est vraiment la satisfaction d'avoir travaillé en équipe pendant une année et de recevoir en fait la récompense au bout d'une année, de voir tous ces publics avec des sourires, des enfants, des personnes plus âgées, vraiment qui viennent de toutes parts de la ville et même autour de la ville, et on constate que Avoculture commence vraiment à prendre, et ça c'est génial. Et on voit, il y a quand même vraiment, vous avez eu à cœur tout au long de ces 6 années de diversifier en fait l'offre, que ce soit au niveau de la littérature jeunesse, au niveau de spectacles, de concerts, mais aussi d'espaces de jeu pour voir, pour pratiquer. Et on est vraiment dans cette notion de partage chaque année. On voit aussi, nous, en radio, en fait, on a eu des applauses. Bien sûr. On a eu du public et tout qui était là pour certaines interviews et du coup qui ont écouté, applaudi les auteurs et les autrices qu'on a pu accueillir. Donc on sent vraiment qu'il y a un plus qui arrive d'année en année et qu'il y a des choses en plus qui se déroulent. Et on sent qu'effectivement ça prend, que le public est au rendez-vous, attend de ce rendez-vous, et que il y a effectivement des gens qu'on ne croise pas forcément tout le temps, qu'on voit de nouvelles têtes. Et on sent que ça émerge, quoi. C'est un beau moment, un beau rendez-vous. Autant je pense pour vous que pour nous, pour le coup. Et puis Dimitri, t'as cœur en tout cas toujours à venir ici sur ce festival-là avec la radio.
on le dit vraiment sans langue de bois. Je pense que pour nous, Radio Mani, en tout cas en tant qu'équipe, que ce soit professionnel de la radio ou même que consommateur culturel de tout ce que vous proposez, c'est le rendez-vous qu'on attend impatiemment et qui est déjà, je pense, pour nous un immanquable. Que ce soit pour rencontrer les auteurs, autrices, tous les artistes, c'est un tel plaisir de découvrir à chaque fois un line-up qui est complètement différent d'une année sur l'autre et qui surtout séduit autant de monde, que ce soit les enfants, les jeunes, les adultes. Ça, c'est pour nous aussi un moment vraiment super de partage avec eux et même de rencontrer les gens d'Annemasse qui sont contents de nous revoir tous les ans, qui disent ah mais Radio Mani c'est top, tout ça, les enfants qui viennent, le public qui applaudit. C'est aussi un moment pour nous de communion avec les auditeurs, auditrices finalement, qui peuvent aussi mettre des visages sur un nom et où nous aussi on s'éclate. Et cette édition là elle nous a, je pense, fait autant de bien et nous a culturellement enrichi au même titre que toutes les autres années. Et je tenais aussi à vous remercier vraiment pour que ce soit l'orga et le line-up qui vraiment, nous on fait du face à face avec les artistes tout l'après-midi et on a passé une super après-midi quoi. Donc en ça merci et bravo aussi à toute l'équipe culturelle de la ville quoi. Merci et je tiens à dire aussi qu'on pourrait pas le faire sans nos élus. Ils sont passés en force aujourd'hui hein. Monsieur le maire, on a vraiment là j'étais vraiment très content. Tu veux dire quelque chose peut-être? Et j'avais justement posé. Non mais tu fais une transition. Je prends le boulot de Laurent. Non mais tu fais très bien la transition. C'est vrai que Christophe Borel, vous en tant que nouvel élu sur la ville d'Annemasse, notamment de la culture, mais pas que, jeunesse, sport et vie associative. À vos cultures, c'est aussi un peu ça, c'est des passerelles en différentes disciplines. Quel est votre regard sur un tel événement et en quoi c'est important de porter de tels événements pour la population? Alors, à vos cultures, c'est une valeur sûre. Merci pour la rime, mais c'est vrai, aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum de monde, de jeunes, de moins jeunes, de plus vieux, qui sont à travers le sport, à travers la culture, ces passerelles, justement, où on préfère voir les gens dans des bibliothèques, sur des terrains, dans des piscines, pour s'occuper, pour faire des choses. Et puis, il faut dynamiser tout ça. Et dynamiser tout ça sans nos équipes, donc sans Lilian, sans Sophie et sans leurs équipes pour la culture, voilà, on peut vraiment leur tirer un grand chapeau. On se retourne, je sais pas, 3000 personnes aujourd'hui. On se retourne, on a des cracheurs de feu, on se retourne un peu. J'ai pu aller jouer sur un Commodore 64 avec des jeux qui dataient de 1980. Voilà, donc on se replonge dans le passé, on a le futur devant nous. À vos cultures, c'est vraiment la valeur sûre pour que aussi l'intergénérationnel se croise. Donc la transversalité entre tous ces points, elle est tellement importante pour qu'on se rencontre à nouveau, on se reparle à travers tout un tas de choses et puis surtout qu'on s'acculture encore un peu plus et davantage chaque fois. Donc je le répète, je l'aime bien, je l'ai pas fait exprès, mais à vos cultures, c'est vraiment la valeur sûre pour tous ces points. Vous l'avez dit, il y a plein de choses très fortes qui se déroulent dans cet événement et j'ai toujours à cœur, je pose toujours la même question, je le sais, chaque édition, c'est vraiment le côté un peu coup de cœur, le truc auquel vous avez peut-être eu du mal à avoir et vous avez réussi à l'avoir, ou une rencontre qui n'était pas forcément attendue mais qui finalement a ébloui vos cœurs, vos yeux, vos oreilles. C'est quoi à vous deux justement ce gros coup de cœur ou cet inattendu qui s'est déroulé pour vous sur cet événement? C'est comme si tu avais plusieurs enfants et puis on te demande de dire lequel tu préfères. Lequel tu sauves. Alors c'est tellement compliqué. Mais toujours, en fait, il y a des rencontres très très puissantes avec les auteurs parce qu'on n'oublie pas qu'à vos cultures, c'est évidemment c'est le samedi, mais il se passe plein de choses en amont. Des rencontres en classe, des rencontres avec des groupes, dans un habitat participatif à Teranga, dans un train. Hier matin, on était dans un train en direction de Genève et il y a quand même quelque chose qui se passe avec les auteurs. On a passé plusieurs soirées ensemble, il y a vraiment un lien qui se crée, ils sont incroyables, ils apportent vraiment beaucoup toutes et tous à leur manière. Donc je dirais quand même ces rencontres avec les artistes, ça c'est primordial. Et il s'en sort bien, Sophie, fais gaffe. Ouais, moi j'allais dire en fait c'est pas tant une rencontre culturelle avec tel ou tel artiste parce que c'est le fruit aussi d'un travail avec toute l'équipe et je trouve qu'on a fait vraiment une sélection là au poil cette année. Mais par contre moi ce qui me remplit de joie c'est vraiment tous ces gens et ces gens qui s'éclatent, qui font la fête, qui ont vraiment un plaisir et puis ça se voit sur les visages. Je me dis oh là là je suis payée pour faire ça pour que les gens viennent s'éclater, découvrir des choses. Et puis, vous l'avez dit, je trouve qu'on a une diversité de public, des tout petits,
Je voyais à l'Estre Frontière là, à l'instant, on a des aînés qui vont aller rejoindre, qui sont en train de faire un jeu avec l'Estre Frontière, qui vont rejoindre le concert après. Enfin, moi ça je crois que c'est ma plus grande satisfaction, d'autant que c'était un peu l'objectif, un moment festif, un moment transgénérationnel, un moment où les gens ont envie de se retrouver et de faire la fête ensemble, quoi, autour de la culture. Et puis ça permet aussi de donner une autre image de la bibliothèque. Il y a plein de gens qui viennent nous voir et disent mais c'est la bibliothèque qui organise ça. Et je crois que c'est aussi un des enjeux de cet événement, c'est de donner une image d'une bibliothèque vivante qui a les bras grands ouverts pour les gens. Et qui sort de ses murs. Voilà. Et puis il y a les artistes effectivement, mais il n'y a pas que, parce qu'il faut faire rayonner l'événement, et pour faire rayonner l'événement, aujourd'hui on a encore la chance d'avoir Radio Mani qui est toujours présent, donc on vous remercie. La qualité, le professionnalisme que vous mettez en avant tout le temps, c'est tellement important. Et puis avant que vous partiez ou à Canal+, ou aux États-Unis, que vous soyez trop demandé, on va vous bloquer toutes vos dates pour en tout cas Avoculture et tout le reste. Avoculture, c'est en tout cas avec plaisir, c'est vraiment l'événement qu'on attend chaque année, comme je l'ai dit, et cette année elle déroge pas. On a même hâte de savoir déjà Toi, je sais que t'aimes bien savoir un petit peu la thématique ou le véhicule qui sera présent l'année prochaine. Ouais, c'est ça, parce que du coup, à chaque fois, j'essaie de recenser les véhicules qui se trouvent et tout. Donc, j'avais des doutes. Je me suis dit, tiens, à un moment donné, il va forcément y avoir le côté HP qui va sortir avec ces deux véhicules-là. Et ben, moi, je voulais voir le sidecar d'Agrid, quoi. Donc, ça, c'est bon, c'est chose faite. Donc, l'année prochaine, est-ce qu'on a un vaisseau Star Wars, par exemple? Ou est-ce que je me suis dit, dans les folies possibles, tout est imaginable ici à Avoculture. Donc, il y a des pistes. L'Odysseus d'Ulysse 31. Oh, ce serait tellement bien. Oh. Lilian me regarde, il dit pas non. Hein. Le pire, c'est qu'il dit jamais non. C'est qu'il se dit pourquoi pas. Et dans sa tête, ça mouline à 2000 à l'heure. Et donc, forcément, il y a des envies. Forcément, tu as des envies. L'équipe a des envies et l'équipe, elle est forte de propositions de dingue. Enfin. J'imagine les réunions de préparation sur la prochaine édition. Oui, il est carrément là le secret. C'est qu'on est passé de quelques personnes qui faisaient toute la programmation à une équipe complète qui fait la programmation en groupe, et ça donne quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus étendu. À des envies, il y en a toujours. Après, il faut qu'on arrive à mettre moyens et envie en corrélation, on va dire. Mais oui, et ça va infuser de plus en plus. Et dès que le festival est fini, finalement, on prépare déjà la suite. Donc ça va venir vite. Mais pour l'instant, on va savourer quand même. C'est un vrai politique, il n'a pas répondu. Hein, la réponse, il est bon. Il est bon. Non, mais c'est bien aussi d'avoir des surprises à des moments, voilà, des moments charnières de l'année. Peut-être qu'il va y avoir ça. On s'oriente sur telle thématique. On se dit, bah tiens, quel véhicule on va avoir. Donc non. En tout cas, un grand merci à vous deux. Merci aussi à vous, Monsieur Borel, de soutenir justement ces initiatives-là et de les porter pour les habitants. Et on espère que l'année prochaine, on va vivre, aller encore mieux. Mais on est déjà à un niveau, on est déjà hors échelle de graduation. Et puis merci aussi à tous les artistes, illustrateurs, autrices qui sont venus tout l'après-midi, qui ont pris de leur temps pour venir partager leur travail, leur expérience et surtout leur bienveillance et leur bonne humeur. Et je pense que c'est sur ça qu'on va clôturer notre marathon d'interviews et notre présence sur cette 6e édition d'Avoculture, avec encore un gros merci à l'organisation et à tous ceux qui sont venus rendre ce festival possible une année de plus. Et vous qui nous écoutez, c'est pas fini Avoculture. Donc il y a un concert à 19h d'un chœur de femmes. 18h, c'est maintenant. 18h maintenant, venez vite. De 18h à 19h. Un chœur de femmes, Tao Mousso. Oui. Tao Mousso. Oh, ça va, j'ai la ref. Le chemin des femmes. C'est ça. Donc n'hésitez pas, c'est un magnifique chœur qui a commencé. Oui. Donc venez, c'est incroyable ce qu'elles font pour les connaître, les avoir interviewées. C'est que du bonheur. Merci à vous trois. Et puis on se dit à très bientôt. À bientôt. Jérémy, sur Radio Mani. On va mettre la suite. Et je sais pas, non, on n'a pas de Tao Mousso malheureusement dans la base de données. Mais du coup, tout simplement, bonne soirée à vous, chers auditeurs et auditrices. Et on se retrouve bientôt sur un prochain événement au pied de chez vous. Ciao. Quand je dis radio, vous dites Mani, ça fait radio. Mani, radio, Mani.